Donc, bel après-midi. Excusez-moi, Béatrice Delvaux, elle a un petit problème de voix, donc ça devrait tenir pendant l'heure et demie qui nous est impartie. On va un peu ramasser la discussion parce que je pense qu'il faut être dans les temps pour l'inauguration de l'usine tout à l'heure qui est prévue en grande pompe, d'après ce que j'ai compris. Et donc, je pourrais vous présenter chacun des interlocuteurs. Je vais vous donner leur nom parce que certains d'entre eux vont se présenter eux-mêmes en vous montrant, c'est encore mieux, quelques images de ce qu'ils font et de la manière dont ils conjuguent le social, l'économie et quelque part la réalité de l'entreprise. Donc on a à mes côtés un représentant de cette économie sociale, c'est François Marty, qui est directeur général de Shenley, qui est une entreprise qui a l'objectif de mettre l'écologie au service de la solidarité, du solidaire, etc. Il nous en dira plus en nous montrant un peu ce que sont ces constructions et combien de personnes vivent entre guillemets de son projet. Alors nous avons Pierre Eldenberg, qui est l'administrateur des Grignoux. Donc Grignoux qui est très connu sur Liège, va être connu bientôt sur Namur, ou en passe d'être connu sur Namur, qui fête ses 40 ans cette année, et donc qui lui aussi nous donnera un petit film, puisque c'est normal, puisqu'il s'occupe de cinéma, mais de cinéma social, entre guillemets, à finalité sociale. Il va nous expliquer en quoi ça consiste. Alors on a Julien Coppens, je lui ai dit qu'on allait le frustrer, parce qu'il paraît qu'il a déjà beaucoup parlé, bien parlé, et alors je pense qu'on va plus vous expliquer ce que c'est les petits riens, que ça devrait être compris. On fera juste une interro à la fin de la session, mais pour le reste... Alors, nous avons le représentant de l'économie normale, l'économie classique, l'économie privée, la vilaine économie. Mais on a pris quelqu'un qui sait se défendre, donc c'est Monsieur Willox, qui est l'administrateur délégué de Bessie, qui nous donnera aussi un peu la vision, la manière dont les entreprises normales, entre guillemets, voient soit l'entreprise sociale comme une concurrence, soit parfois trouvent que ce qu'ils font et qu'ils trouvaient peut-être un peu pas très intéressant au départ, devient intéressant, devient suffisamment sexy, peut-être pour qu'ils en fassent eux-mêmes leur propre activité et non plus alors dans le même cadre de référence. Alors Marie Cudon, c'est le psy de l'Assemblée. Non, je sais. En fait, le psy de l'Assemblée vient un peu après, en fait. Il est là, le philosophe. On a un philosophe pour rassembler tous les points de vue. Mais Marie Cudon donc, est professeur à l'ULB, Solvay. Il s'occupe de l'entreprise à finalité sociale, mais il s'occupe aussi beaucoup d'environnement et d'écologie. En fait, de l'autre conception, finalement, de la manière dont on inclut d'autres enjeux dans le modèle d'économie de marché. Et il le fait à l'ULB, mais aussi dans des temples de certains des dirigeants maintenant de ces entreprises à finalité sociale, qui est Solvay. Alors, la première question donc après, évidemment, on donnera la parole à Philippe Van Parijs, qui prend des notes, qui va écouter tout notre débat et puis qui tirera un peu les enseignements et des perspectives et posera des questions et donnera un peu de perspectives et de matière à réfléchir pour la suite, je pense à chacun d'entre nous, et durant une dizaine de minutes à la fin du débat. Alors, je vais d'abord vous poser une première question. Ces entreprises-là, ok, elles sont sociales, mais peut-être que c'est bien d'expliquer en quoi les vôtres le sont et quel est le projet et la manière dont vous avez construit votre activité. Monsieur Marty, donc je pense qu'il y a d'abord quelques photos qui doivent se dérouler pendant que vous parlez. Voilà. Peut-être d'abord nous dire, est-ce que c'est vraiment plus bénéfique à la société, mais en quoi c'est bénéfique déjà ? Alors déjà, j'ai l'habitude avec les journalistes de ne pas répondre à leurs questions, mais de répondre à mes réponses. D'abord, je vais me présenter en une seconde. Il y a un club. Hein. Je vais me présenter en une seconde. Donc, je le dis pour les gens des petits riens. Moi, j'étais parti pour être un gamin en insertion. Et c'est de celui-là que je vais d'abord commencer. J'étais vraiment un jeune en difficulté, je foutais rien à l'école, j'étais mal dans ma famille, et les entreprises d'insertion n'existaient pas. Et mon entreprise d'insertion à moi, c'était le monastère de Tamier, en Haute-Savoie, qui m'a recueilli à l'âge de 17 ans. Et j'aurais pas eu ces moines, je ne sais pas ce que je serais devenu. Je voudrais situer, parce qu'on nous situe toujours sur les tribunes, comme les gens qui aident les autres. Moi, j'ai d'abord été aidé. Alors, chez ces moines, j'ai appris la nature, ça s'appelle l'écologie maintenant, mais ça existait à l'époque, ça s'appelait la nature. J'ai appris à bosser parce que chez les moines, qu'on fasse du fromage, qu'on fasse du tractopelle, qu'on plante des arbres, qu'on fasse du grec biblique, qu'on fasse autre chose, il n'y a pas un travail qui est au-dessus de l'autre. Et c'est quelque chose qui manque énormément dans notre société aujourd'hui, où on est défini par des choses qui ne sont pas toujours... Une petite anecdote, je me suis engueulé dernièrement avec une dame de l'administration, de mes financeurs, qui me dit « Même si Marty, je ne suis pas comme vous une manuelle, je suis une intellectuelle. » Bon,
ça démarrait fort. Donc j'ai dit à la dame, je le dis parce que c'est très important, j'irai très vite après. J'ai dit à la dame, mais non, ça fait 3/4 d'heure qu'on est ensemble. Si vous aviez eu un début d'idée, je m'en serais aperçu. Donc il a fallu le temps que ça lui monte au cerveau. Et quand ça lui est monté au cerveau, elle s'est mis à hurler, vous me prenez pour qui? Je lui ai dit, madame, pour une administrative, point à la ligne, vous savez tenir un stylo, ça n'a pas de rapport. Bon, alors, deuxièmement, pourquoi on a fait des entreprises solidaires? Parce qu'on n'a pas su faire autrement, les gens qui le font. Alors, Shenley, en très rapide, c'est 8 millions de chiffre d'affaires sur la partie scierie, palette, logistique. C'est 6 millions de chiffre d'affaires sur la partie logement social. Je suis écolo. Je suis catho et je suis aussi au MEDEF et je ne supporte plus qu'il y aurait les vrais entrepreneurs et les faux entrepreneurs, que nous, les gens du solidaire, on serait les gentils, puis la preuve qu'on est pur, c'est qu'on ne sait rien faire, et puis que les autres seraient obligatoirement des méchants. Je pense que ces trucs-là sont largement dépassés, mais il n'y a que les gens de notre milieu qui ne le savent pas. Voilà, je veux dire que ça pour l'instant. Combien de personnes au travail? Alors nous, on est 300 salariés dans 2 sites de Pas-de-Calais, 1 en Bourgogne, et puis on a maintenant une trentaine en Algérie. On a démarré la première entreprise solidaire à Mostaganem. Alors pour ceux qui savent où c'est Mostaganem, vous voyez Alger, enfin Stockholm, Alger, c'est là. Voilà. Et ce besoin de solidarité, il existe. Mais je crois qu'il faut penser qu'aujourd'hui, le problème de l'économie n'est pas d'être solidaire ou pas, c'est qu'on est devant des nouveaux modèles et que sur les modèles anciens, ça ne marche plus. Donc les entreprises se posent des vraies questions et il y a dedans des gens remarquables comme des crapules. Et dans nos milieux, il y a plein de gens qui se posent des questions et il y a aussi des gens remarquables et aussi des crapules. Peut-être que c'est quand même pas mal que vous nous disiez philosophiquement, en fait, en quoi votre entreprise est sociale, ce qu'elle fait de... Alors, comme j'étais en France celui qui a écrit les lois sur ce que c'est qu'une entreprise solidaire, j'ai été nommé, j'ai eu un copain écolo, parce que les copains écolos sont toujours bizarres, qui a été nommé ministre. Bon. Donc il m'appelle, il me dit, t'es mon conseiller, et je lui dis, t'as été ministre de quoi? C'est quand même intéressant. Il me dit, ministre de l'économie solidaire. Et gros problème en France, il y avait 40 socialistes qui étaient convaincus qu'ils seraient ministres de l'économie sociale et solidaire, donc avaient fait leur cabinet, donc 39 jaloux. Donc le lendemain, je me suis retrouvé dans un bureau qui faisait le quart de votre pièce ici, sur la moquette, en costard, avec une corbeille. Sur l'administration, on n'a pas besoin de bureau, mais il faut des corbeilles. Et mon ministre m'a dit, tu as 2 heures pour me trouver la différence entre social et solidaire. Alors, le social, c'est la noblesse d'une société, c'est ce qui fait qu'on s'occupe des personnes âgées, des handicapés, de la petite enfance, etc. Le solidaire, c'est faire avec. Voilà. Et nos entreprises, tout simplement, on fait avec. Alors, ça veut dire quoi en très concret? Moi, je suis PDG du groupe. En comptant mes retraites chapeau, mes stock options, mes primes de bienvenue et mes avantages en nature, je touche 2 365 € net par mois. Mais seulement ma femme, qui elle arrive du quart monde, a une phrase merveilleuse. Elle dit, on toucherait le plus, le double, on le dépenserait. Voilà. Donc, ce n'est pas l'argent qui fait qu'on est heureux, c'est le fait qu'on fait ce qu'on fait. Je donne un deuxième exemple rapide. J'ai embauché chez moi, après une engueulade, le mec a fait le tunnel sous la Manche, qui a conçu et réalisé le métro de Copenhague. Il a divisé son salaire par 5 pour arriver chez nous. Bon. Et il me disait, mais tu sais, à Copenhague, j'avais un copain qui faisait de la montgolfière, ça lui coûtait 8 000 € par mois. Ben, finalement, on gagne la même chose. Simplement, nous, la montgolfière, on le fait pendant la journée. Voilà. Et juste pourquoi le Shenley? Alors, c'est tout simplement le quartier d'où on est. Et j'ai retrouvé dans Maxence van der Merch une définition du Shenley qui est extraordinaire. C'est un petit chêne de pâture qui n'est pas beau, qui tient très bien les tempêtes, qui est tout tordu et qui donne une très bonne chaleur. Donc c'est exactement nous, besogneux mais bas de plafond. Voilà. Voilà. Alors, Pierre va nous emmener maintenant au Grignou. On va peut-être voir le petit film d'abord pour... Ah, sur des photos. Ah. Alors on va faire autrement. Je vais découvrir avec vous. Oui. Pierre, peut-être alors, si Pierre peut nous expliquer un peu la philosophie des Grignou et en quoi finalement, à partir de cinéma, hein, c'est de 3 cinémas à Liège, 1 bientôt à Namur, on rentre dans ce concept d'entreprise sociale. Est-ce qu'une entreprise militante au départ, qui est devenue sociale après ? Mais qui est toujours militante, donc ça c'est important de le dire. Donc, effectivement, il y a 40 ans, c'est un rassemblement d'associations militantes, on va dire post-68 art, donc on est vraiment dans ces années 70 où il y a des occupations d'usines, où des militants associatifs disent on doit aider ces gens qui occupent, on va leur amener la culture. Enfin, et on va avoir des échanges sur la culture. Et donc au début, c'est vraiment... on ne parle pas du tout de cinéma, mais on voit les photos ou pas, non? Non. Je ferai signe quand elles sont ça là. Va. Ouais. Donc, voilà, elles sont là, je crois, non? Non. Ah si, mais... non,
Ça, ce sont ses enfants à l'école, je crois, non? Oui, mais je vais le faire sans les photos, parce que normalement, c'était un petit film qu'on vous montrait où on expliquait les 40 ans de fonctionnement. Et puis là, apparemment, ce n'est pas le petit film, mais ce n'est pas grave. Donc voilà, il y a 40 ans, une association militante qui, à un moment, voit que l'outil cinéma... des films qui ont du sens peuvent servir des associations qui ont des choses à dire, des films qui ont des choses à dire, des gens qui ont des choses à dire. Et c'est comme ça on est rentré dans cet outil culturel qu'est le cinéma, d'abord en utilisant une salle tous les vendredis soirs, dans le quartier de Droix, qui est le quartier populaire, oui. la cité HLM de Liège, un cinéma qui mourait, et on le louait tous les vendredis. Et tous les vendredis, c'était rempli de gens comme vous, qui travaillent sur le terrain, qui à un moment découvraient le travail de grands réalisateurs. Et puis progressivement, tous les vendredis, tous les samedis, tous les dimanches, et un jour, l'exploitant est venu dire, écoutez, moi, mon cinéma, il ne marche plus, reprenez-le. Et c'est là qu'on on a basculé dans le fonctionnement, dans un autre... On est devenu exploitant de salle, alors qu'initialement, ce n'était pas du tout l'objectif. Et puis, progressivement, on a grandi. On a eu un premier combat pour amener le cinéma défendre le cinéma au centre-ville. C'était une période où les multiplex s'installaient un peu partout dans les périphéries, où un cinéma, c'était une grande boîte fermée, avec surtout un immense parking tout autour. Et donc ça n'allait plus dans les centres-villes. Et donc, progressivement, les villes se désertifiaient de leur activité culturelle cinéma. Et là, il y a un premier combat citoyen pour sauver 3 petites salles dans le centre-ville. C'est le cinéma Churchill. Et puis, quelques années après, un second combat citoyen contre l'arrivée du groupe UGC, où on allait se retrouver coincé entre Kinépolis et un UGC, et en gros, on allait mourir. Et là, c'est un combat citoyen, à la fois par une pétition papier. Enfin, je dis papier parce que maintenant, aujourd'hui, on dit une pétition. Ben oui, une pétition, c'est facile, j'ai cliqué, c'est bon. Non, là, c'était encore papier. On a obtenu 60 000 signatures. Liège, c'est 200 000 habitants, donc il y avait quasi un Liégeois sur 3 qui avait signé pour la défense de son cinéma. Et puis, grâce à ce mouvement populaire, on a réussi à convaincre à la fois le FEDER, à la fois les autorités publiques, mais aussi on a beaucoup investi. Et on a mis 3 millions dans un bâtiment qui ne nous appartient pas, qui appartient à la communauté française. Et ça, c'est le Sauvenière. Et donc ça a été la 3e grande étape. Et la nouvelle étape ici maintenant, c'est qu'on quitte Liège pour... enfin, on quitte pas Liège. On a un pied bien à Liège, je vous le promets. Et puis, on a un 2e pied maintenant sur Namur, puisque la ville de Namur lance un appel pour trouver un exploitant sur Namur. Et les Grignons ont postulé, ont été choisis. Et là, on va engager d'ici quelques semaines 40 travailleurs de plus. Et donc... Ça fait combien de personnes au total? Notre croissance, il faut savoir qu'on ne sous-traite rien. Donc, on a un secteur ORECA, c'est des travailleurs des Grignoux. L'entretien, on ne le sous-traite pas non plus, c'est des travailleurs Grignoux. Donc là, on est 120 travailleurs et on va passer à 160. Et une des particularités, c'est le mode de gouvernance de cette entreprise culturelle d'économie sociale, qui fonctionne en autogestion. Enfin, ça, c'est sans doute aussi dû à notre passé, mais c'est une vraie efficacité. On fonctionne en autogestion, c'est-à-dire que notre Assemblée générale, c'est 90% de travailleurs. Notre conseil d'administration, il faut être travailleur pour être administrateur. Et ça demande énormément de temps à consacrer à ça, à tous ces débats internes qui sont très très longs. Aller à Namur, c'est 2 assemblées générales avec les travailleurs. Les Liégeois peuvent être un peu parfois bizarres. On n'était pas sûr qu'au début, ils allaient dire oui. Puis au moment où on a été choisi, on a des collègues qui nous ont dit, c'est gentil, vous avez été choisi, vous faites la fête, mais on doit valider. On vous a donné carte blanche pour déposer candidature à Namur. Maintenant, on est pris, on va voir ce que vous avez mis dans votre dossier. Et donc, ça demande énormément d'énergie, mais ce mode de gouvernance-là fait qu'après, chaque travailleur est convaincu que le choix a été le bon. Et ça c'est vraiment important, et on en parlera. Oui, alors peut-être, j'espère qu'on y reviendra, qu'on aura le temps d'y revenir, mais au cas où ce ne serait pas le cas, c'est important de signaler que vous vous êtes fait remarquer, parce que nous, les journaux, c'est vrai qu'on consacre beaucoup de place aux entreprises classiques, parfois moins aux entreprises, sauf quand elles se comportent un peu différemment ou comme des entreprises normales. Donc vous avez fait un appel au financement original
pour le projet namurois qui est du crowdfunding, c'est ça? Des obligations? C'est des obligations, donc c'est même plus garanti que le crowdfunding. Donc effectivement, sur nos investissements sur Namur, on doit investir 1,2 million, on met 550 000 en fonds propres, on devait trouver 650 000. On va voir les banques, on a l'accord de toutes les banques, même 3 banques qui ne demandaient aucune garantie, sur base un peu de l'efficacité de notre fonctionnement économique. Et puis on s'est dit, il y a une autre logique, ça fait des années qu'on dénonce l'argent fou, les dérives du monde bancaire. Et on s'est dit, là, pourquoi pas, plutôt que passer par les banques, qui sont d'accord, plutôt aller chercher l'épargne citoyenne. Et donc là, on a lancé un appel à obligations ici, tout début du mois de juillet. On espère obtenir 100 000 euros. On est déjà à 250 000 euros. C'est des obligations très basses, c'est 100 euros. Et vous espérez obtenir 100 000 et vous êtes à 250 000? On est à 250 et à mon avis, à la fin du mois d'octobre, on sera à 450 000 euros. Mais vous espérez obtenir combien? On espérait obtenir 100 000 euros et on est déjà à 250. Donc voilà, vous avez plus. Oui, on a 2 fois et demi ce qu'on espérait et on arrive à mon avis, on arrivera à 450, 500 000 euros. Donc en gros, on va pouvoir se passer des banques. Et c'est un vrai mouvement qui fait du bien parce que c'est tout d'un coup, un soutien. On voit tout ce public qui est... Ah, c'est pas grave. Vous voulez la montrer si on peut voir, si c'est court, oui. Ça fait 4 minutes, donc. On peut la regarder, oui. Oui, on peut la regarder pendant que je parle, si vous voulez. Voilà. Et donc voilà, c'était sur l'appel d'obligation. Oui. Les gens sont mal avec leur épargne, ça on le voit de plus en plus. Si je vous demande tous ici, que fait la banque avec votre épargne aujourd'hui? Est-ce qu'elle sert l'économie réelle ou est-ce qu'elle sert d'autre chose? Est-ce qu'elle sert à mettre le peuple grec à genoux ou est-ce qu'elle sert à soutenir une certaine spéculation? Quasi toutes les grandes banques belges ont des succursales dans tous les paradis fiscaux. On va revenir parce que là vous avez allumé M. Willox, je vois qu'il est chaud. Quasi toutes les grandes Belges ont des succursales dans les paradis fiscaux. Expliquez-moi pourquoi Belfius et la BNP ont besoin d'avoir des succursales sur les îles Normandes, à Monaco. Et là, c'est vraiment la question, est-ce que ça finance l'économie réelle? Non. Et nous, ici, on propose aux gens concrètement, on dit... L'argent que vous nous prêtez et qu'on vous rend dans 10 ans contre un intérêt de 1% finance par an, un projet précis. Finance l'achat de 5 projecteurs numériques et ça va créer 40 emplois supplémentaires. Donc voilà, ça c'est l'économie réelle. Alors on va interroger M. Willox, donc, qui est représentant de Bessie. Et on va lui demander s'il trouve qu'il y a une plus-value ou une moins-value dans les entreprises sociales ou est-ce que la plus-value, entre guillemets, c'est juste d'embêter l'entreprise classique. Oui, enfin, je souriais parce que je n'étais pas ici pour venir parler de la crise grecque. Je veux dire, on peut penser ce qu'on veut du comportement, mais 2 secondes peut-être sur ce qu'on fait nous, parce que je pense que c'est pas... Et c'est amusant parce que nous, on est aussi constitué sur la forme d'ASBL, en tant que chambre de commerce en tout cas, fédération patronale aussi, et donc notre métier, c'est fondamentalement d'aider les entreprises. On est aussi gestionnaire de quelques organismes publics comme Actiris, Bruxelles Formation, CityDev aussi. Et donc, cette question sociétale, elle est dans notre ADN, bien évidemment. Mais surtout, aujourd'hui, on se bat pourquoi? Pour la croissance des entreprises. Mais notre objectif numéro 2 dans notre plan stratégique, c'est la réduction du chômage à Bruxelles. Donc, ce n'est pas des débats où, oui, on représente un secteur marchand. On a aujourd'hui près de 15% des entreprises chez nous qui sont, d'ailleurs les petits riens, qui sont membres chez nous. Et donc, on ne fait pas de distinction, nous, entre les bons, les méchants et je ne sais pas quoi. On ne sait pas. Donc, nous avons des hôpitaux, nous avons des universités. Donc, on ne fait pas de distinction, ni dans notre conseil d'administration, ni dans autre chose, sur la motivation ou la forme ou l'âme de l'entreprise. On considère fondamentalement qu'une entreprise est égale à une entreprise. C'était le sens de la réponse. Non, pour nous, il n'y a pas des bons qui seraient ceci et des mauvais qui seraient ça. Non, on a besoin probablement de fonctionner avec les 2 systèmes. Est-ce que vous avez le sentiment que vos membres voient l'entreprise sociale différemment? C'est-à-dire, est-ce qu'ils sont en situation d'apprendre quelque chose d'elle, de la considérer différemment, ou peut-être, depuis quelques années, de la considérer comme un réel acteur, concurrent, partenaire
Oui, je pense que, allez, je suis dans un jury du prix 40, certains prix, et on sent bien que certaines entreprises aujourd'hui s'inspirent de modèles du non-marchand, aujourd'hui notamment sur une dimension sociale ou sociétale qu'ils veulent remplir davantage. Ça, c'est clair. On sent qu'il y a une influence, et il y en a d'autres qui font le mouvement inverse. Donc, et c'est plutôt bien. Je pense que ce qui est important, c'est l'innovation. Je ne pense pas que rester sur des positions dans un monde qui évolue soit sage. Il faut simplement réfléchir et redimensionner sa conception du monde. Et alors, il revendique, et ça a été dit ici un peu déjà dans les interventions, de gérer différemment. Hein. Donc c'est l'idée on a une gouvernance différente. Je n'ai pas un salaire de fou, hein, nous dit M. Marty. Donc est-ce que ça, ce sont des images d'Épinal, ou est-ce que ça fait partie des caractéristiques, c'est-à-dire est-ce qu'elles apportent quelque part des valeurs un peu différentes ou une façon de faire différente qui interroge un peu l'entreprise classique qui, elle, finalement, fonctionne toujours un peu dans son propre univers. Je vais prendre un exemple. Donc, il y a quelqu'un, un professeur d'économie que je connais assez bien, qui me disait l'autre jour, d'ailleurs, on peut même citer son nom parce qu'il a dit ça lors de son intervention comme recteur à l'ouverture de l'ULB cette année académique, Éric de Keulener, qui disait par exemple que si VW avait disjoncté, c'est parce qu'à un moment donné, les objectifs financiers des dirigeants sont mis sur des objectifs soit irréalisables, soit qui les poussent à travestir la finalité de l'entreprise. Donc en soi, on pourrait dire, je dis ça à titre d'exemple, et ce n'est pas un fait, mais on pourrait dire, tiens, si un chef d'entreprise a un bonus important sur le fait que son entreprise affiche une rentabilité d'autant, il va pousser la rentabilité, quitte à ce que l'éthique soit bafouée. Est-ce que ça, c'est quelque chose dont vous diriez, c'est pas que les entreprises sociales apportent une sorte de moralisation ou un contre-exemple, un frein éthique différent? Je pense que vous avez des patrons qui se comportent de telle ou telle façon dans tous les systèmes. Je peux vous citer dans le secteur dit non marchand des comportements qui sont aussi déviants que ceux que vous venez de décrire. Je pense qu'à un moment donné, tout système porte dans ses gènes des déviances, et ce n'est pas l'apanage des uns ou l'apanage des autres. Je pense que c'est quelque chose sur lequel on doit être vigilant. C'est pour ça qu'on a des conseils d'administration qui, en théorie, ou dans le cas de Volkswagen, un comité de surveillance, où il y a eu un déficit, une carence, mais ce n'est pas le propre d'une entreprise privée. On le voit dans tous les domaines de l'activité, que ce soit le secteur public, le non-marchand ou le secteur marchand. Ça fonctionne ou ça dysfonctionne partout. Et on doit être vigilant pour ça. Ok. Alors, la question, c'est de se dire, bon, c'est bien, au départ, vous êtes né avec des bonnes intentions, des envies, un projet et une forme de générosité aussi, un projet de service à la société. On le sait, parfois, la confrontation à la réalité rend la chose très, très difficile parce que, fatalement, vous êtes dans des conditions où l'idéal doit aller de pair avec des compromis pour assurer la survie, la rentabilité de l'entreprise. Je vais prendre un exemple en ce qui nous concerne. On sait qu'un journal qui donne de l'information, à un moment donné, quand il y a une crise de la diffusion, on doit faire un arbitrage que j'ai bien connu comme rédactrice en chef entre faire vendre le journal, continuer à faire sa mission d'information, même si ce qu'on écrit ne rencontre pas l'opinion la plus répandue du moment. Donc c'est un arbitrage complet entre ce qu'on considère être sa mission au service d'un grand public ou du public ou de l'intérêt public, et par ailleurs les chiffres qui tombent chaque semaine et qui ne vous disent pas tout à fait que votre mission est remplie au niveau des chiffres financiers. Alors vous, je voulais vous demander, qu'est-ce qui, en fait, vous a mis en difficulté à certains moments d'assurer votre pérennité de par la spécificité de votre entreprise? Est-ce que vous avez dû faire des compromis avec ce que vous aviez... D'une certaine façon, tout. Mais je ne suis pas sûr que la question se pose comme ça. C'est-à-dire que dans nos milieux, et c'est là qu'il y a une petite différence avec le monde des entreprises, que je dirais différemment, il y a des gens qui font des entreprises pour gagner de l'argent. Ils ont le droit, c'est légitime, c'est leur vision de la vie, etc. Et tout. Nous, le défaut dans notre secteur, c'est qu'on répond à un besoin. Et si vous mettez ça sur un outil stratégique qui est la filière de Beretta, technologie, équipement, distribution, besoin, client, etc., on est dans des métiers où le besoin et le client n'ont pas de rapport, ce qui est quand même emmerdant. Je vous donne un exemple. Dans l'insertion, le besoin, c'est la personne en difficulté. Le client, comme j'en parlais tout à l'heure, c'est la dame qui est rentrée par concours dans l'administration, chercher le bug. Bon. Et il y a beaucoup trop de projets chez nous qui ne marchent pas parce que c'est l'idéal du besoin, mais ce n'est pas le client. Par contre, rien ne nous empêche d'avoir l'humilité
d'apprendre à en faire un client. Je vous donne l'exemple pour la foncière, parce qu'il n'y a que la Fondation Ashoka qui a cru en mon projet. Donc mon projet, c'était comment on fait pour des gens qui sont chez vous au Minimex, leur faire un logement qui coûte construit à 3 000 € le mètre carré hors taxe, hors foncier, mais qui consomme 6 fois moins de charges. Ce 6 fois moins de charges, c'est la différence entre je suis pauvre et je suis dans la merde, et je suis pauvre mais dignement, parce que je ne suis pas obligé de faire de l'impayé. Bon. Personne, tout le monde m'a dit, ton idée est fantastique. Seulement, où est le modèle économique? Donc mon modèle économique, c'était de dire, on fait un travail d'analyse économique, et pour moi, il était très simple. Il faut que je trouve 35% de subventions. Bon, alors comme je connais l'État pour y avoir pratiqué, j'ai bien compris qu'on mettait beaucoup en France de subventions du côté de l'écologie, parce qu'on n'allait jamais les chercher, parce qu'on cause, mais on ne fait pas les Français, et donc ça repart au budget de l'État. Donc j'ai été chercher des subventions là-dedans. 1. 2, j'ai monté un modèle où j'ai cherché des actionnaires privés. Donc comme je vous disais tout à l'heure, GDF Suez, Schneider, BNP Paribas, Mundi, Caisse des dépôts, etc. Et ces gens m'ont dit, ouais, mais on veut bien venir chez toi, mais quelle est la rentabilité? Et j'ai dû évoluer entre dire, j'aimerais bien vous rémunérer à 0%, voire vous me donniez le pognon, parce que j'en suis à 8 millions, on a de levé, quelle rentabilité j'ai à donner? Et qu'est-ce qui est moral ou pas moral? Il n'y a pas de morale en entreprise. Si vous pouvez me dire la morale d'IBM, par exemple, tiens, ça m'intéresse au hasard, ou Nutella. Bon. Et donc, mon modèle, ça a été de dire, il faut que je trouve des actionnaires privés, ils ont raison de me questionner, comment je monte le modèle constructif, comment les ingénieurs les transforment pour permettre qu'il y ait tant de choses d'insertion, qu'il y ait tant de rentabilité, qu'il y ait tant de procédés constructifs, qu'il y ait tant de place pour les artisans. Et c'est un boulot de création d'entreprise comme les autres. Il n'y a pas de différence. Un business model, c'est un business model. C'est la finalité qui fait la différence. C'est-à-dire quoi? Vous mettez des objectifs de... Par contre, les boîtes classiques, elles... commencent à se poser des vraies questions stratégiques, et c'est pour ça, là, je suis en train de négocier avec Vinci, La Poste, etc., et tout ça, ils se disent, où sont nos business models de demain? Parce que les classes moyennes disparaissent, il y en a un peu qui deviennent beaucoup plus riches, il y en a beaucoup qui deviennent plus pauvres. À qui on vend quoi demain? Et eux-mêmes sont intéressés à investir dans nos trucs pour voir qu'est-ce que c'est comme signaux de l'environnement pour leur business model de demain. Et là, au lieu de jouer contre, à un moment où l'État partout en Europe, va disparaître dans sa puissance de régulation économique, comment on fait les partenariats avec les entreprises? Et elle est là la question. Et si on arrive juste avec notre bon cœur en les culpabilisant, déjà que je suis dans l'écologie, c'est chiant, tout ça c'est chiant, donc au contraire, si on est avec des vrais... Par exemple, là, on est en négociation avec Total. Alors mes copains écolos me regardent de travers, je dis, mais qu'est-ce que vous préférez, qu'ils mettent leur pognon dans l'armement? Bon, autant qu'ils le mettent chez moi. Donc, qu'est-ce qu'on est en train de voir avec Total? Total, dans 15 ans, pense qu'il va être le leader mondial de l'énergie dans une baraque, que ce soit dans un chalet en Savoie, dans un n'importe où en haut, au milieu du désert en Afrique ou en France. Et ils sont en train d'investir sur tous les types nouveaux d'énergie. Nous, on a les gens, on sait comment ils consomment, on a les instruments de mesure, on a inventé, etc. Ils ont besoin d'expérimenter en réel. Eh bien, ils vont venir investir dans ma foncière. Ils en ont besoin et j'en ai besoin. C'est les nouveaux modèles. Alors, c'est pas du compromis. Quels sont les garde-fous, en fait, qui vous permettent de ne pas... Est-ce que c'est... Vous fixez des taux de croissance moins importants qu'ailleurs, un taux de rentabilité plus faible. Quel est le garde-fou qui fait que ça préserve votre business model? Il n'y a pas de modèle. Moi, j'ai dit à ma femme l'autre jour, on est mariés depuis 40 ans. Et je lui dis, ma chérie, tu t'es mariée à 20 ans, tu as fait une erreur de jeunesse, il est temps que tu assumes. Ça n'existe pas. La fidélité, ça s'est fait comment? Parce qu'on s'aime bien et que ça continue. Il n'y aura jamais de système qui gardera l'éthique, ni dans nos ASBL, dans vos ASBL, dans les nôtres, etc., ni dans les boîtes, ni nulle part, ni dans la politique, ni dans les gouvernements, ni nulle part. On essaye de demander à l'humain de ne pas être humain pour entrer dans une méthode. Voilà. Alors, moi qui suis catho, je dis souvent à des copains chrétiens qui ont des grosses questions métaphysiques, ils se posent la question de après la mort, qu'est-ce qui se passe? Moi, je leur dis, regardez plutôt avant la mort, qu'est-ce qui se passe, quoi. Et ça peut occuper à plein temps d'être vivant, quoi, quelque part. Bon. Et il n'y aura jamais de garantie. Nos âmes ont du projet parce qu'on manage vachement bien les relations humaines, mais il y a des équipes qui s'engueulent. Dans de nombreux projets militants, au moment difficile, les gens ils disent, on continue quoi qu'il arrive. Mais un connard comme François Marty dit, non, on regarde quoi qu'il arrive, c'est ça qui est important. Est-ce que vous pouvez nous donner un exemple d'un moment où vous avez quand même fait un compromis entre... la réalité du marché, de la réalité de la concurrence, je ne sais pas, ça dépend de l'exemple, et votre conviction. Alors, permettez-moi de faire une grosse fantardise. J'ai été 3 fois moins con que les bailleurs sociaux. Et c'était pas difficile, notez bien. Bon, c'est-à-dire que les gens considèrent qu'ils ne peuvent pas faire autrement que construire très mauvais pour les pauvres, parce que de toute façon, ça ne leur apporte rien s'ils font bien. Rien n'empêchait d'inventer un modèle concurrentiel
qui soit utile aux pauvres, en démarrant d'autres endroits. Alors je me suis inspiré des Suisses pour l'écologie, des Suédois pour la mobilité, les personnes âgées, le handicap. En plus, les Français ne comprennent rien aux Suisses, aux Suédois, comme ça, j'ai l'air d'un mec bien. Et j'ai fait un autre modèle. Et l'autre jour, dans le TGV, le grand patron de Rabot du Tilleul m'intronisait carrément en disant « Ah François, il faudra que tu m'expliques ton modèle de logement social parce qu'il semble que ça marche bien pour toi. » Et je lui ai répondu « Cher monsieur Dutilleul, ce qui vous intéresse surtout, c'est que j'ai 3 ans de boulot devant moi. » Parce que lui, il n'en a plus. C'est-à-dire qu'il y a un moment où il faut arrêter de penser qu'il existe des trucs. La vie n'est pas un truc. Non, mais je vous demandais un exemple où vous auriez dit j'ai dû faire un compromis, accepter quelque chose qui ne me plaisait pas, mais visiblement, c'est pas le cas. Alors, dû à ma personnalité atone et effacée, je ne suis pas paradoxalement fantastique pour les compromis. Voilà. Ben, c'est bien alors. Il faudra vous cloner. Alors, Philippe Eldenberg, est-ce que vous-même, je veux dire, c'est vrai qu'ici, certains moments, je pense, se sont dit, tiens, les Grignoux programment des films commerciaux, est-ce que les Grignoux ne perdent pas leur âme? Est-ce que vous avez dû vous-même, dans votre développement, projet de développement, vous rendre compte que la pérennité passait par des concessions? La croissance passe effectivement par des changements importants, encore plus dans une structure en autogestion. Parce que quand on fait l'autogestion à 5, on décide de tout à 5. Puis on grandit, on est 20, on est 30, on est 50, on est 100. On ne décide plus à 100. Donc là, c'est les grandes claques qu'on a reçues dans notre croissance. C'est la démocratie interne qui était bousculée par le nombre. Et chaque fois, on nous a dit « Oh, vous allez perdre votre modèle autogestionnaire parce que vous grandissez. » Parce que ça ralentit normalement la décision. Ça ralentit la décision, mais comme je l'ai dit après, elle est plus forte parce qu'elle a été décidée collectivement. Mais donc ça, c'est les grandes claques qu'on a prises, c'est dans ces croissances où chaque fois, on doit réfléchir notre modèle de démocratie interne parce qu'on est plus nombreux et donc il y a plus de délégations et ça demande chaque fois encore un peu plus de temps pour revenir vers l'ensemble des travailleurs. Et ça, pour ça, on a énormément de grands frères. Je vois Salvatore qui est là pour Terre. On regarde comment fonctionne Damnet, on regarde comment fonctionne l'ICET, d'autres structures qui fonctionnent en autogestion. Et ça, c'est sans doute le lien qui relie pas mal de structures d'économie sociale. C'est qu'au fond, on a plus de points communs avec des gens qui travaillent dans l'industrie, dans le service, dans l'informatique, dans la recherche, parce qu'ils ont un mode de fonctionnement qui nous ressemble que d'autres cinémas. Qu'est-ce que j'ai à dire quand je vois le patron de Kinépolis, le patron du GC ou l'exploitante du cinéma Vendôme? Au fond, on a peu de points communs alors qu'on a le même outil. Et il y a beaucoup plus de points communs sur le mode de fonctionnement. Alors effectivement, la croissance chez nous a fait qu'on a commencé à montrer des films plus grand public, même si 95% de nos films sont des films d'art et d'essai. Mais ces 5%, on nous les reproche souvent en disant mais regardez les films commerciaux que vous prenez, et notamment aussi Kinépolis qui commence à voir les chiffres qu'on fait, qui dit oui mais c'est honteux, vous mettez des films commerciaux. Alors on dit on les met en version originale on vit effectivement aussi de ces films-là, que ces films nous ont aussi permis la croissance, et c'est sûr que montrer un Woody Allen amène aussi un public à aller voir les films des frères Dardenne, parce qu'on va chercher un public plus large qui voit des bandes annonces et qui se dit tiens, au fond, on irait bien voir ce type de film. Est-ce que c'est des compromis? Pour moi, non. On élargit un public, mais on reste nous-mêmes. C'est des tensions qu'on peut... Quand Kinépolis nous dit « Ah, mais c'est honteux, vous êtes subventionné », tu leur dis « Mais vous pouvez aussi être subventionné, vous devrez passer 70% de vos séances devront être des séances de films d'art et d'essai. Allez-y, vous pouvez vous aussi demander les subventions, et des subventions, vous en avez aussi des aides à l'emploi. Monsieur Mittal aussi a des aides à l'emploi. Donc, Et dans justement la décision de croître ou de ne pas croître, par exemple, quand vous allez à Namur, on peut se dire que c'est une décision, on voit l'entreprise classique, elle sait qu'à un moment donné, elle doit agrandir son territoire, agrandir sa part de marché, jouer sur les synergies internes. Les effets de taille sont jugés vertueux par rapport au développement d'une entreprise. Est-ce que pour vous, ici, c'était une question... qui est une question d'exception? C'est parce qu'on est venu vous trouver? C'est parce qu'on vous a demandé? Est-ce que ça s'arrête là? Est-ce que vous dites, là, après Namur, il ne faut pas qu'on s'agrandisse parce qu'on ne saura plus gérer? Non, pas du tout. Pourquoi est-ce qu'on décide de ne plus être uniquement à Liège et aller à Namur? C'est parce que nous, on va très 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 bien.
mais le secteur du cinéma art et essai va plutôt mal. Et on dépend d'un acteur dans notre chaîne économique, c'est les distributeurs de films, qui eux achètent cash un film en espérant que le film va faire autant d'entrées. Alors c'est déjà compliqué pour des grosses productions. Hein. Je donne souvent en exemple le Harry Potter 5 qui devait sortir au mois de novembre. Tous les cinémas du monde entier ont reçu tout le matériel qu'une grosse machine comme la Warner peut faire sortir. Et puis, un mois avant, ils annoncent à tous les cinémas du monde « Non, vous pouvez tout jeter, on va le sortir au mois de juillet ». Donc c'était un coût énorme. Et c'était juste, ils avaient calculé que le public de Harry Potter vieillissait. Ça devenait des grands ados qui commençaient aussi à aller voir Twilight 2. Et Twilight 2 allait tuer Harry Potter 6. Ça, c'est des grandes machines. Nous, on va montrer... Mais nous, on montre des films dont personne ne parle. Donc c'est encore plus fragile. Et de plus en plus, on avait les distributeurs de films qui disaient non, ce film-là, je ne le prends pas. Et donc à un moment... on voyait notre programmation allait s'affaiblir parce que les distributeurs n'osaient plus prendre le risque sur le marché de la Belgique francophone, qui est quand même très très fragile. Et ces distributeurs nous disaient, mais oui, à Liège, il y a certains films qui font 50-60% des entrées en Belgique francophone se font à Liège. Donc forcément, ces distributeurs-là disaient, c'est très très bien, mais ailleurs. Oui. Et donc à un moment, on a regardé ailleurs, on s'est dit, oui, il faut aider ailleurs. Donc on soutient d'autres cinémas comme on peut. On pousse la Fédération Wallonie-Bruxelles à les aider à s'équiper et tout ça. Mais sur Namur, ça n'allait pas. Il y avait des chouettes travailleurs, mais la structure allait à volo. Et donc la croissance n'est pas antinomique avec vous avez votre modèle peut être réplicable, en fait, c'est ça? En tout cas, on peut grandir, mais chaque fois, on aura ces claques de dire, attention, il faut la démocratie interne, comment est-ce qu'on va l'appliquer? Voilà, 120, maintenant 160, et 2 villes différentes. Comment est-ce qu'on va appliquer notre démocratie interne sur Liège et Namur? Est-ce qu'on va faire toutes nos assemblées générales à Oui ou à Andenne? Et on a déjà parlé tout à l'heure, mais le crowdfunding, c'est vrai que c'est ici que j'aurais dû le placer, parce que c'est une manière de financement qui vous permet de ne pas travestir vos objectifs en ayant des nouveaux actionnaires, entre guillemets, qui partagent votre philosophie. Oui, pas des actionnaires, des prêteurs, mais effectivement, ça a toujours été... Je dis, notre base, nous, c'est les travailleurs qui doivent avoir la main. Mais alors, on a plein de gens qui disent, on voudrait bien vous aider. On donne cette occasion-là, une bonne piste pour dire, tiens, soutenez, rentrez... Vous êtes un peu associés, mais c'est quand même toujours les travailleurs qui décideront. Ça, c'est important. Alors, Julien Coppens, quelle est, vous, la manière d'assurer cette pérennité? On voit ici une entreprise, une usine flambant neuve. Comment est-ce qu'on garde la finalité de l'entreprise alors que vous êtes dans un secteur qui est de plus en plus soumis, qui attire de plus en plus de concurrents privés? Et donc, comment est-ce que vous gardez votre spécificité dans cet univers-là? Oui. Je vais reprendre la question un tout petit peu au-dessus, parce que je trouve les interventions super intéressantes et je crois qu'on partage des vécus et des expériences de terrain très intéressantes. Mais l'objectif du débat était de se poser un peu la question de est-ce que l'entreprise sociale est mieux que enfin là, en tout cas la première question, l'entreprise sociale est mieux que l'entreprise classique. Votre question, en fait, elle la rejoint un peu, parce que quand vous dites comment est-ce qu'on fait pour rester une entreprise sociale quand on est confronté à la concurrence, en fait, on se pose la question, et donc il doit quand même y avoir une limite. J'entends bien Olivier Willox qui dit il y a et d'autres intervenants qui disent qu'il y a des entrepreneurs véreux, utilisons des sales mots. Il peut y avoir des entrepreneurs véreux dans les deux types de structures, mais si on est là aujourd'hui, c'est quand même parce qu'il y a des différences. Donc moi j'aimerais peut-être d'abord insister, et vous en parliez tout à l'heure au niveau de votre journal, votre expérience personnelle au niveau du journal, quand vous dites notre mission en tant que journal, c'est d'informer le public, mais que vous êtes évalué sur la performance financière de votre journal, il y a un problème entre la mission et l'indicateur qui est utilisé pour mesurer votre performance. Soit la mission est d'informer le public et vous recevez toutes les semaines un indicateur de qualité d'information fournie au public, soit la mission du journal est de gérer du bénéfice et chaque semaine vous recevez le chiffre des ventes. Mais comment est-ce que vous faites-vous? Parce que vous avez les deux indicateurs aussi, quelque part. Vous répondez à la question, j'ai les deux indicateurs. Et nous analysons autant la performance économique que la performance sociale, ce qui ne sera pas le cas, et quand on parle des entreprises plus classiques, ne nous leurrons pas. Quand elles développent un programme de CSR, RSE, qu'on appelle ça comme ça, aujourd'hui, en tout cas dans la démarche qu'elles ont, et je crois que dans d'autres interventions on l'entend aussi,
les démarches qu'elles ont aujourd'hui ne sont pas induites par un changement d'objectif. Donc l'entreprise classique d'aujourd'hui va toujours aller rechercher à maximiser son bénéfice. Elle va adapter sa stratégie en fonction de la demande du marché, en fonction de l'évolution. Oui, mais est-ce que votre indicateur financier ne va pas mettre à un moment donné en cause, en danger, votre objectif qualitatif ou de mission ? C'est ça ma question. Oui, ensuite, il y a certainement, et chez nous aussi, il y a des arbitrages à faire. Je l'expliquais ce matin, on a plusieurs objectifs. On veut générer du bénéfice pour financer de l'action sociale. Donc on a cette obligation de générer du bénéfice, on a cette pression aussi. Mais en même temps, dans l'activité, on veut également permettre à des personnes de se réinsérer, permettre à nos salariés de vivre correctement, etc. Et donc oui, il y a des arbitrages à faire, mais s'il y a un arbitrage à faire, c'est parce qu'on poursuit plusieurs objectifs. Il n'y a pas d'arbitrage à faire quand vous poursuivez un seul objectif. Le changement, l'adaptation d'une stratégie d'une entreprise classique ne vise qu'un seul indicateur, qui est le résultat net à la fin de l'année. Et c'est là quelle est la différence fondamentale entre une entreprise classique et une entreprise sociale. Monsieur Willox, puis je reviendrai vers vous, parce que vous ne m'avez pas dit si à un moment donné, vous avez dû faire quand même quelques aménagements dans votre mission de base pour quand même ménager votre indicateur financier. Mais je voudrais d'abord que monsieur Willox dise si l'entreprise, entre guillemets, classique, de fait, elle n'aurait qu'un seul objectif et qu'un seul critère. Ce serait ça la différence ? Première chose, je ne crois pas que l'entreprise classique existe. Enfin, je crois qu'il y a un certain nombre d'entreprises avec des cultures d'entreprises différentes, avec des regards différents. Je pense qu'il y a des entrepreneurs qui peuvent être et puis, relativement peu concernés à la recherche de maximiser leurs bénéfices, parfois même à maximiser leur bien-être plus que leurs bénéfices. Et je peux effectivement avoir des objectifs d'EBITDA monstrueux et qui augmentent chaque année. J'ai de tout. Donc je ne pense pas que l'entreprise peut être stigmatisée en disant voilà, ça c'est le modèle. Je pense qu'il y a des réalités qui sont relativement différentes. La maximisation du bénéfice, c'est un discours que j'entends très peu. Moi, aujourd'hui, les débats que nous avons, c'est comment est-ce qu'on peut faire pour que la mobilité s'améliore. C'est pas ces questions. Comment est-ce qu'on peut trouver le main-d'œuvre dont on a besoin. C'est absolument pas le débat qui se passe chez nous dans nos organes au niveau de Bessie. C'est pas du tout ça qu'on entend. Par contre, en plus, il y a une question de timing. Je rappellerai quand même que 47% des entreprises à Bruxelles sont simplement en perte. Donc la maximisation du bénéfice quand on est en perte, c'est retourner à l'équilibre. Donc c'est déjà pas mal. Alors si c'est effectivement ça, c'est effectivement 47% des entreprises ont comme premier objectif de survivre l'année prochaine. Basiquement. Donc je ne pense pas qu'on est dans un monde idéal. On n'est pas encore dans la logique de maximisation, mais simplement d'arriver à zéro. C'est déjà, évidemment, c'est une maximisation, je reconnais. L'autre question qui est subsidiaire à celle-là, c'est que vous pourriez vous dire, parce que vous avez décidé d'être peut-être charmant, mais vous pourriez dire, bah oui, ok, monsieur, vous tous là ici, les trois, c'est bien, vous êtes vertueux et vous avez deux objectifs et vous vivez la qualité, etc. Mais vous avez des subsides et vous êtes en concurrence déloyale vis-à-vis de nous qui devons nous débrouiller tout seuls avec nos petits bras et nos petits bénéfices pour dans ce monde si difficile. Si vous me demandez si les hôpitaux doivent être subsidiés, la réponse est oui. On va être très clair, parce qu'il y a un débat. On va commencer par, est-ce qu'on pense que le CIRB doit être plus cher que Proximus en mettant un service de moindre qualité, en étant subsidié par la collectivité? La réponse est non. Et les petits riens doivent être subsidiés? Alors, je pense qu'aujourd'hui, les petits riens en sont, en tant qu'opérateurs, tels qu'ils ont défini leur métier, on cherchait à être le moins possible en concurrence avec les opérateurs existants. Alors parfois, il pourrait l'être, mais c'est parfois aussi la date de quand on a été créé par rapport à quelque chose. Donc parfois, c'est le cas de Bessie, nous organisons des formations. Je pense que si aujourd'hui on avait dû organiser des formations, on ne l'aurait pas fait parce que c'était en fait un peu faire la concurrence à nos propres membres. On n'est pas subsidié pour nos formations. Mais c'est évidemment une situation. Mais quand on a commencé ça dans les années 50, on était vraiment les pionniers. Et donc c'est vrai qu'on a continué cette activité, même s'il était en partie en concurrence. Donc je pense qu'à un moment donné, la question c'est, est-ce qu'en faisant les choses autrement, on est ou pas en concurrence? Je pense que dans certaines situations, on peut effectivement avoir des situations abusives. Je ne pense pas que ce soit le cas ici. L'autre cas, c'est, et je suis très sensible à la question de la mission, si effectivement l'objectif des petits riens, c'était d'avoir 4 sociétés de management qui avaient comme objectif de maximiser le bénéfice pour la société de management, comme je le vois dans certains secteurs sociaux, là j'ai un profond malaise, parce qu'on fait... Ah, mais notre objectif, c'est pas de maximiser le profit. Ah non, il y a 4 sociétés de management qui viennent rafler les bénéfices avant.
Alors, me discours sur la vertu, j'ai un souci. Et je pense que c'est la question, ce n'est pas l'abus, c'est la question de la qualité de la gouvernance. Alors, Marek Hudon, est-ce que l'essai que je fais, qui est très journalistique, et je m'en excuse, mais de faire un peu les vertueux et les autres, ou est-ce que les vertueux sont si vertueux, ou est-ce que quand ils disent qu'ils sont vertueux, ils ne travestissent pas un peu la réalité? Est-ce que c'est exagéré? Est-ce qu'il y a une opposition qui aurait peut-être maintenant, aujourd'hui, un début de réconciliation de cet univers? Je comprends mieux la présentation comme si maintenant, hein, mais donc oui, d'un côté, je pense qu'il y a une évolution très forte des différents modèles d'affaires, dans le sens où on le voit, la présentation de Martin Nissen ce matin était vraiment très pédagogique sur ça aussi. On a des entreprises qui étaient dans une case plutôt associatiste, non-profit, qui vont développer des activités commerciales. On a des entreprises commerciales qui vont aussi aujourd'hui avoir une partie de leurs activités qui sont moins rentables, voire pas du tout rentables. Donc on a un mélange beaucoup plus compliqué qu'avant. Les cases droite-gauche, droit-devant, c'est beaucoup plus compliqué. Et ça a un impact aussi par rapport à ceci. Je serais assez d'accord avec Olivier Willox par rapport au caractère vertueux ou pas. Notamment, on a des recherches qui portent sur la question éthique dans les entreprises sociales. Et on s'est rendu compte que dans la plupart des entreprises sociales, très longtemps, on ne s'est pas vraiment posé la question. Vu qu'il y a une mission sociale, nous, on est des gens qui avons un objectif, une finalité sociale. On travaillait très peu sur toutes les petites problématiques qui arrivent dans toutes les entreprises, toutes les organisations, qu'elles soient sociales ou pas sociales. Et donc, là, on s'en rend compte qu'aujourd'hui, ça arrive, on parle d'êtres humains, je pense qu'on l'a entendu avant. À partir du moment où il y a un regroupement d'êtres humains, il y a un certain nombre de problèmes qui peuvent exister, même si tous ces êtres humains ont le cœur du bon côté et ont des objectifs très louables, il y a ce type de problème. Et donc ça, dans tout type de société, pour prendre un peu le triangle de Marthe ce matin, aussi bien dans le public, dans le privé que dans des entreprises mutuelles qui visent un objectif pour un groupe de personnes, il y a ces problématiques-là aujourd'hui. Et on doit les traiter. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'y en a pas plus dans certains types, mais que quand même, ça émerge aussi dans les autres. Et si vous deviez identifier les dangers, parce qu'aujourd'hui on se penche sur les petits riens, mais ça peut valoir pour les grignoux ou pour le chaîneless, c'est quels sont les dangers qui pèsent sur une entreprise à finalité sociale si elle veut rester dans ce secteur? Comment est-ce qu'elle peut conserver cette espèce d'élan initial tout en assurant sa pérennité? Quels sont est-ce qu'il y a 2, 3 écueils, des choses que vous avez envie de dire aujourd'hui aux gens des petits riens en disant faites attention à? Je ne suis pas spécialisé sur les petits riens et j'ai appris il y a quelques semaines en rencontrant justement les organisateurs un peu plus sur l'organisation, mais peut-être plus largement, et je pense que ça parlera un peu aux petits riens, on voit aujourd'hui quand même qu'il y a une reconnaissance de la mesure de la performance sociale. Donc j'en parlais aussi. Historiquement, on se rendait compte que ce sont des organisations qui ont une ambition sociale, ok. La performance financière, on sait comment la mesurer. On a notamment dans nos écoles de commerce beaucoup d'indicateurs de performance financière qui sont bien expliqués, qui sont très pédagogiques. Maintenant, la performance sociale, c'est plus compliqué. Et donc aujourd'hui, on le voit notamment à cause d'un certain nombre de scandales, entre guillemets, d'entreprises sociales, on se pose beaucoup plus la question de l'impact. Ce n'est pas parce qu'on a une intention, une finalité sociale qu'on arrive toujours à faire un changement de société. Et donc la première chose, c'est la mesurer, cette performance sociale, et reconnaître qu'il y a, à mon avis, on le voit dans les recherches, donc je fais ma thèse historiquement sur la microfinance, donc on le voit clairement dans les données empiriques sur la microfinance, sur un certain nombre d'indicateurs, il y a un trade-off. Donc, plus de social, quelquefois, c'est moins de financier. Sur d'autres indicateurs, il n'y en a pas. Et sur l'environnement, on le sait aujourd'hui, c'est la même chose. Et donc les reconnaître, Julien nous parlait ce matin de la question, par exemple, par rapport aux petits riens, de la place de tout ce qui était des meubles, si j'ai bien compris, qui prenaient de la place, et des consultants qui lui disaient mais c'est pas très rentable. Mais par contre, c'est plus intéressant en termes social, c'est le reconnaître. Et prendre à bras le corps ce genre de trade-off, je pense que c'est le premier élément, et on ne l'a pas toujours fait. Quand on parle, nous, à des acteurs sociaux, il n'y a pas toujours cette conscience par rapport à ceci. D'autant plus que ce qu'on sait aujourd'hui, c'est qu'il y a la question de la taille, donc il y a quand même... Alors on parle ici déjà avec les petits riens de plus de 200 personnes rien que sur ça, et en comptant les volontaires, on est déjà même à beaucoup plus. Mais ça, c'est quand même une exception par rapport à la plupart des entreprises sociales. Cette taille est souvent nécessaire en termes d'économie d'échelle, voire de professionnalisation. On a quand même un monde aujourd'hui de l'entreprise sociale qui n'a rien à voir avec il y a 20 ans et 30 ans en termes de gestion. Il y a quand même beaucoup de travail qui a été fait par rapport à ce qu'on entend ou ce qu'on lit dans la littérature sur ça.
Donc on a une évolution quand même très, très importante par rapport à tout ça. Et d'autant plus que c'est sans doute souvent même très difficile, je ne serais pas jusqu'à dire plus difficile, mais une entreprise sociale, évidemment, ça demande des qualifications qui sont compliquées, et quelquefois des tâches, des compétences compliquées, et ça, c'est une des difficultés. Ça, c'était une question que je voulais poser, je ne sais pas auquel de vous trois. Est-ce que vous avez des soucis à attirer peut-être des talents, hein. Autrefois, on se disait, les gens qui sortaient de Solvay, ils sont d'abord recrutés par Deloitte, et puis PwC, et puis on les attend en rangée serrée pour prendre les meilleurs des promotions. Or, j'ai le sentiment, parce que Julien m'expliquait, Julien Copes, quand je suis allée chez vous, que vous m'avez expliqué que dans le comité de direction, il y a des gens qui viennent d'autres entreprises, qui avaient à un moment donné pignon sur rue, puis qui font un choix presque de vie, mais de se mettre au service de quelque chose qui est autre chose que l'entreprise classique. Est-ce que c'est nouveau? Est-ce que vous sentez ce... Je peux répondre. Oui. Il y a eu 3 périodes. Il y a eu l'époque où les gens qui montaient les entreprises dans ces directions-là étaient incroyablement militants, mais inversement à chier au niveau d'organisation, etc. Et tout. Bon. Il y a eu cette période qui a été folklorique, qui a été très drôle, très sympa, avec des trucs intéressants. On a vu tout et bon, c'était assez solide, hein, quand même. Bon. Après, on est passé à la deuxième période où il y a des gens qui ont voulu se rapprocher de nos secteurs, mais c'était nos secteurs qui étaient pelants dans leur discours social, qui jouaient d'un mystère social, de compétences sociales. Moi, en France, j'ai toujours dit très durement, c'est le seul métier, on est obligé de dire qu'on est travailleur, parce que moi, on m'a jamais demandé si j'étais travailleur routier. Vous voyez, ça, amateur, ça n'existe pas. Bon. Et donc, c'est un vrai problème. Et la troisième période où on est maintenant, qui va être charnière, c'est nos boutiques, en acceptant des méthodes d'entreprise pour finalité d'utilité sociale, ça se dégonfle. Moi, j'ai pas eu de mal pour les grands cadres. Puis après, il y a des gens hyper intéressants. Moi, j'ai vu une petite nana de l'EDEC. Et au lieu de faire Deloitte, justement, je suis au CA de la Fondation Deloitte, parce que moi je dis Deloitte, hein. C'est comme les SEC, etc. et tout, HEC et tout. La nana, et la nana, au lieu de faire justement KPMG ou Deloitte, elle fait Emmaüs. Purée, ça m'intéresse. Et après son année à l'étranger, 1 an à STI. On dit, viens par là, et surtout pas en stage, on t'embauche. Il y a énormément, je vois HEC, là je viens d'intervenir à Sciences Po, le nombre de jeunes on est un peu sortis en France des années tapis, c'est le nombre de jeunes qui se disent quand même, bon d'accord, le monde est en crise, il faut arrêter de dire qu'il est en crise, depuis qu'on est petit, il est en crise. Donc déjà, premièrement. Deuxièmement, on a fait des diplômes, on a envie de faire des trucs intéressants. C'est un autre secteur de ne pas être rebutant pour eux. C'est le paradoxe, pour moi, il est là. Je sais pas ce que t'en penses. J'avais une question à poser, parce que je pense que dans la salle, il y a quelqu'un de chez Carrefour, Innovation, Caméléon. Alors celui qui a envie de se lever, j'ai envie juste de demander, parce que je sais que vous avez, dans ces entreprises-là, qui est Carrefour, Caméléon, Innovation? Je vais te poser d'abord la question. Voilà, ah oui, je posais la question. Ouais. En fait, j'ai cru comprendre que vous aviez des centres de collecte pour les petits riens dans vos entreprises, et j'ai envie de vous demander si c'est opportuniste, si c'est gentil, ou quel est l'objectif en fait de cette chose. Mais je vous provoque, mais je veux dire, je crois que c'est intéressant de voir que les deux mondes se rencontrent à un endroit et qu'on a envie de comprendre pourquoi. Est-ce que la personne... Il y a un monsieur qui est là? Ouais, non? Ou ils sont partis à la pause? Ils sont là, mais ils se cachent. Ben voilà, donc comme ça, je l'aurais signalé, en tout cas, qu'il y a des interactions entre les mondes et qu'il y a un moment donné où les deux entreprises ont des univers qui se retrouvent. On comprendra plus tard. Je m'enverrai un journaliste pour savoir pourquoi et on va acheter le soir pour avoir la réponse. Oui. Moi, je veux bien revenir sur oui. la difficulté de trouver des talents. Je ne pense pas que c'était ton objectif, mais ce n'est pas uniquement dans des postes de direction qu'il y a des recherches de talents. Hein. Je veux dire, nous, on a un secteur Horeca important. Trouver un bon barman, trouver un bon chef cuistot, c'est important. Et effectivement, c'est chaque fois ce choix par rapport au salaire. Et c'est effectivement, François l'a dit, il touche 2,5 fois ce que touche le travailleur le moins bien payé dans son entreprise. On est sur ce gap salarial un peu identique aussi au niveau des grignoux. Et par exemple, dans l'Horeca, c'est très compliqué d'avoir un chef cuistot ou quelqu'un qui tire bien les bières et lui dire, ici, tu n'auras pas une seule heure au noir. Et qui te regarde, il dit, mais qu'est-ce que je vais gagner si je ne suis payé que 38 heures? Ah oui, mais à un moment, il retrouve l'intérêt de ça. Et l'intérêt
d'une stabilité, d'une vraie assurance d'avoir un contrat d'employé. Enfin, bon, maintenant, je sais que le statut employé-ouvrier, mais nous, on avait supprimé le statut ouvrier depuis près de 10 ans, donc il n'y avait aucun ouvrier chez nous, tout le monde avait un autre statut. Et à un moment, les gens se disent, tiens, au fond, quel sens ça peut donner à ma vie de retrouver une stabilité d'emploi, de retrouver une certaine garantie. Alors effectivement, moins de salaire, mais plus de qualité de vie. Et comme je disais tantôt, il y a plein de gens qui sont mal avec leur épargne et qui prennent des obligations grignoux. Et il y a aussi plein de gens qui sont mal par rapport au travail, au type de travail qu'ils ont. Et là, tout d'un coup, ça a un sens plus fort. Et donc, je pense que c'est comme ça qu'on va chercher les talents, mais dans tous les métiers, oui, que ça soit l'équipe d'entretien ou le poste de direction. C'est à un moment, ça a un autre sens que... Oui, j'ai gagné, voilà, à la fin du mois, combien j'ai sur mon compte, c'est important aussi, mais au moins il y a un sens différent dans ce qu'on fait dans le travail au quotidien. Alors on aborde la troisième partie de ce que, avec Odile, on avait prévu un petit peu de regarder. On va faire plus court parce que je voudrais quand même que vous puissiez poser des questions à nos panélistes. Marek, tout à l'heure j'ai évoqué la notion des subsides. Est-ce que finalement ils peuvent avoir... ces bons sentiments et avoir toute cette capacité à faire des choses plus sociales, plus intégrées, avec une finalité au service d'un projet, au service de la société et des individus, parce que l'État est là. Est-ce que les subsides, finalement, c'est pas un peu leur filet de sécurité, ou c'est ce qui leur garantit au départ une espèce de ballon d'oxygène que n'ont pas les autres ? Déjà pas tous, hein. Comme beaucoup, j'ai été surpris quand j'ai entendu il y a 2 semaines, quand j'ai rencontré Julien, le taux de subvention des petits riens qui n'est que de 5%, hein. Donc c'est extrêmement peu. Il y a beaucoup d'entreprises sociales qui vivent de beaucoup plus de subventions que d'autres. Donc il y a une diversité là aussi de réalité par rapport à la dépendance aux subventions. Donc ça c'est un élément. Après ces subventions, je dirais peut-être 2 choses. Tout d'abord, il y a des subventions qui pourraient être plutôt transversales, hein, qui sont souvent acceptées par les différentes visions des politiques publiques, qui sont des subventions qui bénéficient à tous les acteurs. Par exemple, financer un réseau. Un réseau peut mettre en commun un certain nombre de capacités qui vont profiter à tous les membres de ce réseau. Et donc là, ce sont des subventions qui sont, on va dire, assez consensuelles, ou tout ce qu'on appelle, entre guillemets, des biens communs pour l'ensemble de réseaux, de capacités, de formation, ce genre de choses. Et puis il y a un deuxième type de subventions qui sont à ce moment-là des subventions directes, qui sont plus critiquées par une partie, parce qu'évidemment, par rapport à une question de concurrence déloyale, on imagine tout ce que ça peut ouvrir. Mais par contre, ce qu'on voit à nouveau dans la littérature, je suis l'académique de service, donc, mais donc c'est à nouveau que lorsqu'il y a plus de subventions dans certains secteurs, les institutions vont fonctionner différemment, et ça peut être bien dans le sens où la performance sociale est plus importante, et que si on diminue, et ça on l'a vu empiriquement, le taux de subvention par rapport à certaines organisations, elles vont du coup avoir tendance à devoir faire fonctionner comme les autres, comme des entreprises qui sont plus traditionnelles, et donc on se retrouve à une situation antérieure où on a un besoin social, où on a des personnes qui sont précarisées, qui n'ont pas accès à un service, à un élément. Donc ça peut avoir une utilité. Julien, pourquoi 5% seulement ? C'est une volonté, c'est un... Oui, il y a plusieurs choses qui expliquent ça. Tout d'abord parce que je ne vois pas la nécessité d'en avoir plus. Pas besoin. Pour le dire comme ça. Alors après, ça dépend de quelle performance vous voulez atteindre. Et ce que disait Marek, c'est exactement ça. On critique beaucoup les entreprises sociales parce qu'elles ont des subsides. Ouais, mais la question, c'est pas elles ont des subsides. La question, c'est pourquoi est-ce qu'elles ont des subsides ? Quand vous faites la même activité qu'une autre entreprise, mais qu'en plus, vous vous ennuyez à prendre des personnes plus éloignées du marché de l'emploi, exclues par les entreprises qui n'ont qu'un objectif de lucre. J'aime bien les débats. J'aime pas le consensuel non plus. Mais donc, ces entreprises qui n'ont qu'un objectif de lucre vont prendre le meilleur ouvrier, le plus rentable, et exclure les autres. Quand vous, entreprise sociale, vous dites « ma mission, c'est aussi d'insérer des personnes qui ont été exclues du marché du travail dans le marché du travail », est-ce que, et c'est aussi une des questions, je crois, du débat, mais est-ce qu'on n'intervient pas ici, au lieu de l'État, qui aurait pu réguler et dire « arrêtez vos conneries et prenez aussi des gens un peu moins performants, là vous allez trop loin dans votre recherche de bénéfices », on laisse les entreprises exclure, d'autres entreprises disent moi je vais inclure ces personnes, sachant qu'elles sont moins performantes,
est-ce que nous n'avons pas quelque part droit à une rémunération parce que nous réparons un dégât causé par l'entreprise qui est exclue dans la société? Et est-ce que ce subside, à ce moment-là, ne doit pas être vu comme une rémunération pour le service rendu à la société et non pas un subside, mais bien une rémunération pour service rendu? Pierre Eldeberg, ce qu'on me dit, c'est que vous essayez aussi de faire un équilibre entre fonds propres et subventions publiques. C'est quoi? C'est pour pas avoir une intervention de l'État sur les contenus, sur votre mission? Parce que c'est aussi une possibilité, c'est de dire j'achète ma liberté un peu, je la veux en fait. C'est sûr que notre croissance, elle est liée à notre indépendance, et notre indépendance, elle est liée à nos fonds propres. Donc, nous, on a 65% de fonds propres par notre activité économique, et puis on a 18% d'aide à l'emploi par la région wallonne, et 17% de subventions, mais sur des missions effectivement très claires. C'est sur le travail pédagogique qu'on va faire dans les écoles, c'est sur le travail qu'on fait sur les documentaires. Donc, c'est des missions... Et je redis encore, Kinépolis ou EGC peuvent faire les mêmes demandes. Ils devront juste rentrer dans les cases. Ouais. Mais cette indépendance-là, ces 65% de fonds propres ont permis la croissance parce que c'est ça qui permet aussi de mettre en réserve et de pouvoir investir, comme on l'a fait, plus de 3 millions d'euros dans le Sauvenière et ici 1,2 million dans le Caméo. Mais moi, c'est ça qui m'ennuie chaque fois. Le privé ou l'entreprise dite classique qui disent « Ah, mais vous avez des subventions ». Le tax shift qui décide de diminuer les cotisations sociales, c'est une subvention aussi, c'est de l'argent que l'État n'a plus, et puis que tout d'un coup, pour moi c'est la même chose qu'une subvention. Quand on entend M. Mittal, quand on entend M. Mittal, M. Mittal paye 365 € d'impôts par an, ça s'appelle une subvention, c'est de l'argent public. Oui, tout à l'heure, l'autre qui ne jour, rentre pas dans l'État, mais pour moi, c'est la même chose. C'est une subvention. Donc le privé est sans doute beaucoup plus subventionné. On va donner la parole à M. Willox. Hein. M. Willox, je vous donne la parole. M. Willox, c'est un autre débat, mais... C'est un autre débat. Je ne pense pas que c'est celui qu'il faut avoir ici. Je pense que le vrai débat, c'est la contribution d'un secteur comme celui-ci. Moi, j'ai fondamentalement pas de problème à ce que ce soit subsidié si c'est dans le cadre de ces missions avec un objectif social tel que bien défini. Là où moi j'ai un peu des comptes à rendre, si c'est ça que Julien veut avoir, c'est que un jour il m'est arrivé comme ça de vouloir engager quelqu'un qui travaille depuis 7 ans, c'est pas chez Bessie, c'était ma vie avant, et l'entreprise de travail adapté m'a répondu mais non, vous pouvez pas l'engager, on était prêt à lui offrir un contrat d'employé. Et on a répondu, il nous appartient. Alors j'avais cru, moi, que l'abolition de l'esclavage, 1848, etc. Mais manifestement, on n'était pas là. Et je dis, mais on vous finance pourquoi? Pour la réinsertion des travailleurs handicapés. Et je dis, alors je commence vraiment à avoir un malaise. Et ça, c'est à un moment donné un système où je dis, là, quand on parlait de déviance... Et ça n'a pas évolué, ça a évolué, ça, non? Je pas dit que je parle du sentiment d'il y a 15 ans, c'était ma vie avant, mais je dis simplement... Je me suis dit, il y a une déviance aussi dans le système. Donc, on parle de VOE aujourd'hui, je dis, personne ne peut dire on est meilleur que les autres, et je crois qu'on doit chacun regarder dans son jardin et faire ce qu'on doit faire. Et à partir du moment où on se dit, tiens, mon métier, c'est d'insérer, je n'ai pas de problème. Je veux dire, aujourd'hui, on finance aussi les universités, et je suis très content qu'on finance les universités. Donc, ça ne me choque pas qu'il y ait des subsides pour le fonctionnement de quelque chose qui travaille au développement de l'être. On le fait à travers Bruxelles Formation ou d'autres choses pour amener les chômeurs à avoir plus de compétences et trouver plus facilement. Que ce soit par le travail ne me pose pas en soi un problème. La question, évidemment, c'est quand ça devient une finalité, le subside. Parce qu'à un moment donné, ça devient la recherche de subside pour le subside et de vouloir garder ceux qui travaillent bien pour optimaliser ces subsides, puisqu'évidemment, quand on est payé par type de handicap, quand j'ai quelqu'un qui travaille très bien, qui pourra aller dans le secteur marchand normal et faire de la place pour insérer de plus, et qu'on dit non à ça, pour moi, il y a des dérives par rapport à la mission première qui est la mission sociale. Mais vous comprenez quand même que quand la remarque ici, et on a prononcé plusieurs fois le mot de Mittal, c'est-à-dire que ce que je comprends ici, c'est qu'ils reçoivent des subsides sur base de missions à accomplir qui sont vérifiées, alors que, je crois que c'est ce que vous vouliez dire avec le tax shift, c'est qu'on baisse des charges sur le travail, mais qu'on n'a aucune certitude qu'elles vont déboucher sur des emplois. Vous comprenez ce que je veux dire? Oui, mais je veux bien faire le débat sur les charges sociales en Belgique, mais on est parti pour 2 jours. Et je ne crois pas que les gens sont venus pour ça.
Je rappelle simplement que la fiscalité sur le travail aujourd'hui est la plus élevée d'Europe, avec une performance de la sécurité sociale qui n'est pas tout à fait optimale, et qu'on est convaincu qu'en baissant les charges, on fera travailler plus de gens. Alors on peut être d'accord ou pas d'accord sur cette théorie, on le verra dans quelques années, mais c'est plutôt ça qu'on essaye de faire. Je ne crois pas que le discours est de savoir si c'est un mode de subsidiation ou pas. Non, mais je veux c'est bien juste faire, qu'il y avait, mais je ça pense va qu'il voulait embêter dire tout qu'il le monde, à recevait mon de avis. l'argent et qu'il était contrôlé dans son utilisation. Vous vouliez dire quelque chose sur les subsides, et puis je passerai la parole à la salle. Oui, moi je voulais dire trois choses. Sur la loi des finances françaises, sur ce qui est des subventions, je ne parle pas de la santé, de la sécu et hôpital, 82% va aux entreprises, et c'est extrêmement légitime. Une entreprise qui met une chaudière qui va beaucoup moins polluer, elle est subventionnée. Et 18% va au secteur, qui est notre secteur social, etc., très très large. Donc on a une idée très très fausse des subventions, c'est normal, on pèse peu par rapport aux entreprises. La deuxième chose, qu'est-ce que c'est une subvention ? On ne sait même plus ce que c'est. Bouygues n'a fait que des trucs subventionnés. Il fabriquait pour l'État des routes, des machins, etc., c'était subventionné. Donc on pourrait dire que Bouygues s'est fait sur la subvention. En plus, c'est pas faux. 2. 3, quelle est la rentabilité d'une subvention ? Moi, je regrette, je vais chercher plus de subventions. Je disais tout à l'heure à quelqu'un, j'ai fait mon dossier de FSE cette année. Vous dites FSE en Belgique, mais c'est la même chose. Il fait 13,7 kg, le dossier, 450 000 € pour faire passer des diplômes aux gens. Je ne vois pas pourquoi, sur mon activité économique, je devrais payer les diplômes de CQPI aux gens. Donc, des fois, je vais chercher plus de subventions pour des actions précises. Qu'est-ce que c'est la rentabilité ? Après, un truc qu'on a calculé avec Patrick Vivray, vous allez voir sur Internet, c'est un mec incroyable, le ancien conseiller de Rocard, conseiller référendaire à la Cour des comptes et qui a inventé les systèmes d'échange locaux. L'activation des dépenses passives. Combien coûte un mec en tôle ? Moi, j'ai 200 personnes en insertion, j'ai réinséré 5000 personnes. Je préfère qu'on m'enlève toutes mes subventions pour 200 personnes et qu'on me donne le coût de 7 $. 7 fois ce que coûte une personne en prison. Donc l'État ne sait pas faire, alors peut-être en Belgique vous êtes plus intelligent que nous, parce que souvent vous n'avez pas de gouvernement, oui, bon, ça vous aide, ne sait pas dépenser correctement son argent. Et ce n'est pas les entreprises qu'il faut accuser ou nous, l'État ne sait pas calculer, il n'y a pas de rapport entre le fonctionnement et l'investissement, il n'y a pas de rapport entre le coût et la rentabilité. Alors, Ashoka a fait une étude avec McKinsey en France, on a été 7 projets pris, voilà. Moi, je touche 14 000, en comptant tout le chiffre social et tout, euros par personne réinsérée. D'accord ? Je fais 14 000 euros par 14 000 personne. Euros, j'ai compris. Ça paraît énorme, hein ? Oui. Sans compter les journées de prison, les coûts sociaux, les bagarres dans les quartiers et tout, c'est 28 000 € d'économiser par an à l'État, en mettant le diplôme, mettant tout ça. Et j'ai des copains qui, avec 14 000 € s'en sortent pas, il leur faudrait 16 000 €, même si ça fait gagner 28 000 € à l'État, on leur dit « Ah ben non, vous nous coûtez trop cher ». Bon voilà, quand la connerie est la connerie. Alors maintenant, on a 2 enjeux vis-à-vis des subventions, d'après moi. C'est que il y a des services maintenant qui peuvent être payés par les entreprises. J'en donne un seul. Ciel bleu, vous allez voir sur Internet, SCEL, le gars qui a inventé la gym pour les personnes âgées et que nous, on fait en entreprise. Ça nous coûte l'échauffement 7 minutes par salarié tous les jours. Ça enlève à peu près 60 à 65% des accidents de travail, puisque les accidents de travail arrivent toujours entre 1h30 et 2h30 après le départ du travail, parce que les gens se claquent. Les gens en insertion, vous êtes bien d'accord avec moi, ils ne savent pas très bien se servir de leur corps, et on ne peut pas dire qu'on a une génération de gens qui ont une culture ouvrière pour porter un colis. Bon. Donc moi, ça me coûte 60 000 € par an. C'est très économique, ça m'a fait gagner 180 000 € sur les charges taux d'accident de travail. Donc en France, la subvention, il faut savoir de quoi on parle. Et alors je voudrais revenir sur ce que vous dites, parce que moi je vais plus loin que vous. Le jour où on arrêtera d'être une Europe marxiste dans son code du travail et sa réglementation, c'est pareil en Belgique qu'en France, et qu'on mettra la fiscalité sur les machines au lieu de les mettre sur les personnes, on pourra réinventer plein d'emplois et on s'apercevra que plein d'automatisation ne servent à rien. Donc quand on était petit, on m'avait dit quand on serait grand, les machines travailleront à votre place. C'est arrivé, on n'a juste pas dit ce qu'on faisait des gens. Donc c'est pas une question de subside, c'est une question de oser aujourd'hui raisonner fiscalement. Alors moi je suis ravi de faire partie, je termine là-dessus, de la commission Attali. On a fait 2 rapports pour le président de la République, dont il ne tiendra pas compte, mais avec panache, mais où on a à peu près dénoué tous ces machins-là pour dire, voilà, mais les syndicats veulent surtout pas changer sur leurs trucs qui sont des positions acquises, le social ne veut pas changer de ses positions acquises, le patronat ne veut pas changer de ses positions acquises, et personne ne veut changer de ses positions acquises. On est d'accord pour que tout le monde change ce soir. C'est le vrai problème. Le débat sur la subvention, à mon avis, il est largement dépassé.
Alors, on va passer la question à la salle. Donc, on va prendre par lot de 3 questions. Donc, si vous levez votre bras, et on va les enchaîner. On a une dizaine de minutes. Je parle sous le contrôle d'Odile, qui tient tout de main de fer. 3h10, on a 10 minutes, oui. Voilà. Il y a un monsieur là qui peut vous poser une question, monsieur Beuys, que je connais un peu. Oui. Un petit peu l'avocat du diable. Les petits riens avec leurs 5% de subvention, ça n'est rien. Mais l'essentiel de leur matière première, ce n'est que des dons, là où l'entreprise privée doit les acquérir, ces dons. Donc, en quelque sorte, on peut dire que c'est aussi une sorte de subvention publique d'ordre privé. Alors, je vais prendre 2-3 questions à la suite, l'une de l'autre, et une deuxième question. Allez, vous m'avez l'air d'une salle quand même très vive, donc voilà, monsieur. Oui, une petite réflexion sur la question de la place des subsides dans l'entreprise sociale. Donc, je suis le directeur de Crédal, une autre entreprise sociale. Et ce qui me frappe, c'est qu'on a de plus en plus tendance à diaboliser les subsides, alors qu'il me semble que les subsides, c'est un système de redistribution sociale, sociétale, qui est là pour faire fonctionner un corps social, et que des missions nécessitent d'être subventionnées. Et donc, je ne comprends pas pourquoi on essaye de pousser les entreprises sociales ou les associations à culpabiliser de recevoir des subsides pour des missions sociales qu'ils remplissent pour la société. Et je pense que ce débat est embêtant par rapport aux formes d'engagement aussi de l'entreprise privée par rapport à la relation qu'elle peut avoir avec l'entreprise sociale, et qu'il serait beaucoup plus sain pour que les relations entre l'entreprise sociale et l'entreprise classique, disons, soit meilleure s'il n'y avait pas cette espèce de diabolisation. On a en fait un trio, et c'est à travers ce trio-là qu'on peut essayer de construire l'entreprise sociale de demain, et pas en essayant de supprimer la place des pouvoirs publics et de faire du monde financier ou du monde de l'entreprise l'acteur de la politique sociale qu'on pourra avoir demain. Troisième question. Voilà, un monsieur dans le fond là-bas. Oui, je pense qu'il a levé le bras. Ouais. Oui. Après, on aurait pu demander au monsieur de Crédal si on ne donne pas plus de crédit à une entreprise qui vient avec des subsides. Hein. Je vous poserai après. Oui. L'autre jour, j'étais chez l'ORL avec mon fils. Et dans la salle d'attente, il y avait un vieux Trends Tendance. Et alors, en feuilletant le Trends Tendance, il y avait un article d'une journaliste iranienne. Et elle expliquait qu'elle l'avait posée nue pour la couverture d'un magazine. Et elle expliquait que parfois, il faut des comportements extrémistes et que c'est un devoir civique d'avoir un comportement extrémiste. Et on comprendra pour la condition de la femme dans certains pays que c'est très important. Et donc aujourd'hui, j'ai entendu que l'économie sociale, il n'y avait pas les bons, il n'y avait pas les méchants, et qu'il fallait qu'on soit tous complémentaires. Moi, je pense que les entreprises à but social doivent être extrémistes et que c'est un devoir civique d'être extrémiste pour faire bouger le curseur du système économique. Dans ces entreprises-là, la gouvernance est très importante parce qu'elle doit être garante du but social de l'entreprise. Et j'aurais voulu savoir comment cette gouvernance était formalisée dans les entreprises à but social. Voilà, alors je propose que la question sur les matières premières, Julien Coppens, c'est pour vous ça. Les dons gratuits, vous n'avez pas une espèce de matière première qui n'est évidemment pas du pétrole, coûte moins cher en tout cas. Ouais. Je suis très frustré parce que j'ai vraiment pas beaucoup parlé aujourd'hui. Et il y a tellement de choses. Mais pour moi, votre question, monsieur, sur le don est-il un subside ? Effectivement, quand les Grignoux font du crowdfunding, c'est aussi une façon d'aller chercher de l'argent dans les poches du public. Et je trouve que la question suivante, je ne suis pas certain qu'il y avait vraiment une question en fait, qui était plutôt une intervention, mais répondez à votre question en disant le subside, c'est de la redistribution d'argent public. Et donc la première question, la deuxième intervention et ta troisième question, William, pour moi, tout ne fait qu'un tout, et j'ai envie de prendre cette position un peu extrémiste, et je suis très gentil que tu me tendes la perche. On parle aujourd'hui de notre société et de l'utilisation des richesses que l'on crée dans cette société. Quand on parle de l'utilisation de subsides, de l'argent des particuliers et de l'argent que les entreprises génèrent avec le travail des
particulier, on est dans l'utilisation de la richesse créée par la société. Il n'y a rien qui est noir, il n'y a rien qui est blanc. Et Olivier Willox me disait il faut qu'on soit extrémiste dans nos positions, parce que sinon il n'y aura pas de débat. Moi j'ai envie d'être extrémiste dans ma position aujourd'hui. Olivier, si tu as... Alors mes parents sont dans la salle, ils sont indépendants, donc je suis tout à fait d'accord. Rien n'est noir, rien n'est blanc. Il y a des entrepreneurs classiques qui seront plus sociaux, plus attentifs à leur personnel. Il y a des entrepreneurs sociaux qui seront moins attentifs à leur personnel. Mais il faut arrêter de croire que Coca veut vendre du bonheur dans une bouteille, les gars. Ok ? C'est leur slogan, mais je suis désolé. La mission de Coca, le rêve de Coca, c'est pas de vendre du bonheur dans une bouteille. Il faut arrêter de croire ça, quoi. Donc il y a une distinction entre les entreprises classiques, les entreprises sociales. Le débat d'aujourd'hui, ce que j'essayais d'expliquer, c'est on crée de la richesse ensemble. Et la question est de savoir qu'est-ce qu'on veut faire de cette richesse. Que cette richesse, elle vienne directement du particulier qui nous fait un don ou qui finance les grignoux, qu'elle vienne via un système de redistribution quand l'État prend des impôts, qu'on évite cet État qui peut créer des frottements et des pertes de substances en passant directement par l'entreprise qui réutilise de l'argent dans sa propre mission. Je crois que la question de fond ici, aujourd'hui, est quelle est l'évolution de notre société ? On voyait les schémas de Marthe ce matin, avec effectivement les sociaux d'un côté, les économiques de l'autre, les vilains capitalistes, et puis qui essayent un peu de se rejoindre. Je crois qu'il y a une tendance dans notre société, mais il y a quand même un moment, une limite à tirer, et il faut dire, non les gars, désolé, votre objectif, quel est-il ? Écrivez-le moi dans une charte, un mode de gouvernance. Montrez-moi quels sont les indicateurs que vous utilisez. Montrez-moi dans vos statuts quelles sont les limites que vous allez poser. La première limite étant à quelle hauteur rémunérez-vous votre capital ? Quelle est la limite que vous fixez dans la rémunération de votre capital ? Parce que il est là, pour moi, le creux du fond du débat et l'économie sociale, l'économie classique. Et je suis désolé, si les entreprises sont tellement sociales, pourquoi ne limitent-elles pas volontairement la distribution de bénéfices et ne se fixent-elles pas elles-mêmes d'autres objectifs que de faire du bénéfice ? Désolé, oui. Mais je ne crois pas dans Coca quand il me dit qu'il veut vendre du bonheur dans une bouteille. Voilà. Donc ça, c'était aussi tout à l'heure la question sur les garde-fous, entre guillemets, à la mission, et un peu la notion de la gouvernance. On sort un peu de la gouvernance là, mais ça en fait partie sans doute. Marie Cudon, j'ai demandé la question sur les subventions. Est-ce que les subventions sont par essence perverses, cette idée qu'on projeterait l'idée que le subside, c'est mal ? Peut-être juste parce que souvent, c'est l'entreprise privée qui attaque pour concurrence déloyale. Je ne sais peut-être pas que là que ça vient. Je pense qu'il n'y a pas grand monde aujourd'hui en Belgique qui pense que les subventions sont fondamentalement perverses. Hein. Donc, je suis tout à fait d'accord avec Bernard qu'en effet, peut-être qu'on a un retour de balancier un petit peu aujourd'hui dans le sens inverse, où toute subvention est presque vue quelquefois comme étrange, comme concurrence déloyale, etc. Mais je pense qu'on sort de là. En tout cas, c'est mon sentiment. Par contre, juste pour rebondir en 20 secondes sur ça, je pense aussi que ce qui m'intéresse aujourd'hui le plus dans l'économie sociale, ou les entreprises sociales en Belgique, et bon, je suis dans une école de gestion, mais c'est la partie sur la gouvernance, c'est l'autogestion. Et c'est ça, où finalement, c'est une des particularités, c'est quelque chose qu'on étudie assez peu. On sait aujourd'hui, pour rebondir sur autre chose, qu'il y a un énorme besoin de sens. Vous parliez des étudiants des écoles de commerce. Ben moi, j'ai un tiers des étudiants de Solvay qui ont envie de faire autre chose, clairement, que le modèle traditionnel. Et j'ai encore plus qu'un tiers des étudiants de Solvay qui se posent une question de sens, même s'ils vont finir dans une entreprise traditionnelle. Et aujourd'hui, cette question du sens, elle est partout, dans toutes les instituts, même Solvay, comme vous l'aviez présenté à l'origine, c'est partout. Les étudiants se posent des questions, le grand public aussi. Et je pense que la gouvernance est un outil par rapport à ça. L'autogestion est en effet plus radicale, mais sans doute, elle permet de gagner du temps, d'être efficace. J'aimais bien cet élément-là. Mais à côté de cette gouvernance, aujourd'hui, on entend parler de sociocratie, d'autres modes d'organisation, de discussion qui, à nouveau, permettent de relier les gens et de trouver une justification par rapport à ce qu'ils font la plupart de leur temps sur cette planète. Je vais prendre Olivier Willox sur les subventions, puis on parlera ici gouvernance. Sur les subventions quand même, cette semaine, c'était lundi, je pense, le patron du VOCA, Michel Telbar, à la troupe du VOCA, a dit qu'il dénonçait les pouvoirs publics qui déroulaient le tapis rouge et les subsides aux entreprises style, en l'occurrence c'était Tesla qui voulait s'installer en Flandre et pour lequel on a déroulé le tapis rouge, un peu comme on l'avait fait pour Arcelor. Et c'était marrant que ce soit lui finalement, qui est
représentant d'entreprise plutôt privée, au sens, au départ, il n'est pas tellement connu pour être représentant d'entreprise affinité sociale flamande, mais qui dénonçait cette subvention. Donc il y a quand même cette idée que ce n'est pas bien, ou pas bien pour tout le monde, ou pas bien quand c'est pour les autres. Nous, on a toujours été très clairs, et pour être très clair, on pose cette question à peu près chaque année à nos membres. Est-ce que vous êtes prêts à avoir une réduction des subsides pour les entreprises en échange d'un abaissement de la fiscalité? 74% des entreprises disent oui, s'il vous plaît. Donc, ce qu'on me prend d'une main, arrêtez de me le donner de l'autre côté en engageant 80 fonctionnaires pour traiter mon dossier et me payer 6 ans plus tard ce que j'avais demandé pour mes frais de voyage pour aller à New York. Ça n'a pas de sens. Je veux dire, à un moment donné, il y a deux choses sur la question des subsides pour moi. C'est la question de l'autonomie du pouvoir d'appréciation pour une organisation qui est bien structurée. C'est à un moment donné d'avoir des injonctions en disant vous devez faire autre chose. À un moment donné, c'est comme si vous disiez l'autorité publique. Alors, il y a deux types de subsides globalement. Il y a les subsides qui sont dits facultatifs, qui est clairement le fait du prince, c'est la proximité avec l'autorité qui consent à vous. Et si vous avez dit des choses gentilles sur mon compte et vous m'avez invité à la soirée ou le lunch, les petits riens, au colloque. Non, mais ça peut être... Alors je vais peut-être continuer à vous soutenir. Et ça, c'est le fait du prince. Et donc, c'est quelque part s'immiscer en permanence. L'autre débat, c'est une fois qu'on a fixé ça dans la loi, effectivement, le risque des abus, c'est-à-dire que le sport national est temps de contourner et d'éviter de contourner la loi pour en profiter au maximum. C'est le schéma dont je vous ai parlé tout à l'heure. Mais donc, fondamentalement, à un moment donné, c'est la question de l'autonomie et du rapport à l'autorité en dehors des règles qu'on s'est fixées soi-même. Et c'est ça le débat. Ce n'est pas uniquement d'avoir des sous ou pas dans un mécanisme de redistribution. Ça va parfois impacter votre core business complètement en disant, dans le fond, l'autorité en disant « Ah, vous ne pouvez pas traiter les gros meubles. » Parce que les gros meubles, à un moment donné, non, ça fait partie de notre métier. On trouve que c'est dans notre ADN. Mais vous aurez le régulateur qui va mettre des normes qui sont en dehors de ce que vous avez défini vous-même. Alors à vous de vous adapter ou de sortir. L'avantage d'être peu bénéficiaire, c'est de savoir décider tout seul. Alors sur la gouvernance, pardon. Moi, deux choses. La première, je me définis comme entrepreneur. Je suis entrepreneur et j'ai plein de collègues qui sont entrepreneurs au Grignou. Mais il y a deux éléments fondamentalement différents par rapport à des entreprises dites plus classiques. Première, c'est on croit fondamentalement à l'intelligence collective de tous nos collègues, y compris des travailleurs qui font l'entretien, qui font la plonge et tout ça. Il y a une intelligence dans le travail quotidien, et quand on y croit, on est renforcé et on a une dynamique qu'on n'a jamais vue quand on croit fondamentalement et qu'on donne les outils aussi. Parce que ce n'est pas juste de dire allez, les travailleurs, vous pouvez décider, voilà le compte de résultat, le bilan, machin, tout ça, vous votez, vous êtes d'accord. Si tu n'as pas donné les outils à tous tes collègues pour comprendre ces outils d'analyse de la santé de ton entreprise, oui, tu peux dire que tu fais de l'autogestion, mais c'est du pipeau. Donc, quels outils tu donnes, mais à un moment, quand tes travailleurs ont ces outils-là, c'est une force. Et la deuxième, c'est à qui on rend des comptes. Et ça, monsieur Kinépolis, il ne parle ni à ses travailleurs, ni même à ses spectateurs, il parle à ses actionnaires à qui il doit rendre du 8, du 9 ou du 10 ou du 12%. C'est ça qui fait. Nous, entrepreneurs sociaux, à nos travailleurs, enfin, en tout cas dans les structures en autogestion, les scopes et tout ça, c'est à nos travailleurs qu'on rend des comptes. Et ça, c'est fondamentalement différent aussi. Et j'ai beaucoup tapé sur M. Mittal, je ne vais pas prendre ça comme exemple, mais le groupe Deleuze qui décide de fermer X magasins, et je passais devant ces magasins, mais quelle est la force d'une grande surface si ce n'est pas ces travailleurs qui sont dedans? Tu avais envie de leur crier, mais reprenez l'outil, l'outil est à vous. Enfin, voilà. Vous, François Marty? J'aurais bien envie de terminer de façon humoristique et sérieuse en même temps, parce que je suis en train de passer la main depuis 1 an et demi. Et c'est là qu'on vérifie la gouvernance. Parce qu'un soir, ma femme m'a dit, voilà, tu as 3 issues maintenant, où tu fais un arrêt cardiaque et tu es diminué de moitié, ou tu as un cancer et tu disparais en 6 mois, ou tu as une crise d'intelligence et le cerveau étant pas préparé, ça va être d'un coup. Bon, voilà. C'était 3 scénarios. Et on a travaillé avec l'équipe depuis 1 an et demi, parce qu'il y a 3 façons de partir aussi. La première, vous dites je pars et vous restez. Plus personne n'en parle. La deuxième, vous partez, vous laissez tout en plan. Et la troisième, vous ne l'avez jamais fait, et ceux qui reprennent ne l'ont jamais fait aussi.
Et c'est là que c'était très tendre chez nous, parce que nous, dans notre groupe, on n'a pas le temps d'en parler, mais on n'a pas donné la place aux femmes, elles l'ont prise, et c'est très différent. C'est très très différent. C'est votre femme qui a repris ou quoi? Non. Alors donc, celle qui me remplace à 40 ans, Anne-Gaëlle Charvet, et on a 5 personnes qu'on est en train de former, les 3 anciens, on est en train de former 5 personnes, et on leur a dit, et vous-même, vous prenez chacun un cadre autour de 25 ans pour voir ce que c'est que transmettre quelque chose. Et j'ai envie de vous dire, mais vraiment avec tendresse, la gouvernance, la qualité de gouvernance, l'amitié, alors je suis entièrement d'accord avec toi, c'est des outils. C'est rendre compte les uns aux autres, même quand on est responsable. Parce que rendre compte, c'est se rendre compte. Parce que le mec qui dit je fais du travail social, ça se mesure pas. Putain, vu comment t'es chiant, pourtant on le sent bien quand même, des fois. Bon, donc, alors, il y a dans nos boîtes quelque chose, c'est plus là que je mettrais que la finalité. C'est parce que justement il y a de l'amitié, parce qu'il y a de l'âme, on peut pas entreprendre n'importe quoi. Et c'est plus là que je mettrais le sens d'être entrepreneur. Notre noblesse d'entreprendre, c'est d'avoir rêvé carrément. On n'a pas juste rêvé, on a essayé de rêver juste. Alors, si ça doit tout toucher, ça touche la gouvernance, ça touche l'argent, ça touche les relations humaines, ça touche les locaux pour les salariés, ça touche la dignité des outils, etc., etc. C'est une façon d'être. C'est là qu'on est un peu différent les solidaires, parce que comme on rencontre à personne, on se permet de crépiter du trolley à notre façon. Voilà. Alors, je vais terminer pour la toute dernière question à Julien Coppens, puisque c'est les petits riens qui sont ici. Monsieur posait la question de la radicalité. Et alors, Julien dit, moi, je suis très radical. Alors, je vais me faire l'avocat du diable. Un débat, une visite d'usine, une journaliste qui présente un débat, des invités, c'est pas radical. Donc, c'est quoi la radicalité? Est-ce que les petits riens peuvent aller loin? Est-ce que la notion de communication, parce que quelque part, peut-être que, est-ce que dans le futur, est-ce que le petit rien doit se positionner comme quelque chose de plus, que la société qui est plus largement acceptée, ou peut risquer une forme de transgression qui le met de façon plus agressive sur la scène? Est-ce que, où le CEO des petits riens se situe là par rapport à ce qui va s'ouvrir? Il n'y a pas de, je l'ai dit tout à l'heure, il n'y a pas de noir et de blanc. Il n'y a que du gris. La vie n'est que gris. Je crois que nous sommes en transition dans une société. Vous avez grillé mon speech d'inauguration là. On est en perpétuelle évolution. Ok ? Et donc il n'y a pas. C'est pour répondre à la question de monsieur sur la radicalité et sur la communication. Tout à fait. Par contre, qui dit évolution, et c'est là parfois que ça devient radical, c'est qu'il y a des sociétés, des civilisations qui ont évolué par des révolutions parce qu'il y avait des choses qui coinçaient. Donc effectivement, à un moment, si on veut que les choses évoluent, forcément le changement va nuire à certaines personnes. Ces certaines personnes vont se défendre et résister contre ce changement. Et à un moment, il faudra peut-être devenir radical pour passer au-dessus. La radicalité aujourd'hui, que je voulais ramener dans le débat, parce que je crois au final qu'on est quand même tous des êtres humains et que 95% de ces êtres humains partagent notre rêve d'une société plus juste. Okay, et qu'on est juste coincé dans des structures. Et pourquoi donc on organise un colloque, etc. Et pourquoi on a l'air si conciliant alors qu'on est tellement radicaux à l'intérieur? Mais c'est parce que je crois que la nature humaine est comme ça, et qu'on fait tous des erreurs, et qu'on peut tous se tromper, et que nous ne détenons pas la vérité. Donc on est en train de chercher la bonne solution avec vous. Ça, c'est pourquoi le colloque. Je ne prétends pas détenir la solution et l'imposer. La radicalité, par contre, elle est dans ma volonté, dans ce débat. Et je reste sur ma faim, mais c'est pas grave, hein, la frustration fait partie de la vie aussi. Je reste sur ma faim. Pour moi, aujourd'hui, il y a un modèle qui arrive à bout de souffle. Il y a un autre modèle en face qui présente quand même des caractéristiques fondamentalement différentes, où on met un focus ailleurs. Et on ne va pas rechercher le profit. Pour le profit, on va chercher le profit pour ce qu'on va en faire. On ne va pas chercher l'argent et le mettre en haut de la chaîne des valeurs. On va le considérer comme ça devrait être, c'est-à-dire un outil d'échange. Et là, excusez-moi, mais je trouve la position quand même relativement radicale. Encore une fois, notre entreprise considère... non, je vais plutôt parler en mon nom parce que je suis un peu fatigué, je risque de dire des conneries, donc je préfère les assumer moi-même. Il y a aujourd'hui, dans notre monde, certaines, de plus en plus, entreprises qui sont rachetées par des financiers qui recherchent du profit. La recherche uniquement du profit financier supprime les bénéfices sociaux, environnementaux que ces entreprises parfois généraient avant.
Je reprends souvent l'exemple de la Poste et du facteur qui n'a plus le temps de parler avec les dames âgées du quartier et de générer un peu de lien social dans la ville. Okay, c'est un bête exemple, mais donc à la recherche du profit financier uniquement, on casse les profits environnementaux et sociaux. Ce phénomène est en train de se passer. Des gens quittent ces entreprises parce qu'ils en ont marre de travailler uniquement pour ça. Comme je disais tout à l'heure, on peut continuer à croire, si on veut, que Coca essaie de vendre du bonheur dans une bouteille. Moi, je suis désolé, mais il y a un clivage aujourd'hui dans notre société et cherchons ensemble comment faire cette transition tout en sachant qu'il y aura des résistances qu'il faudra vaincre. Voilà, la radicalité exprimée ici par Julien. Donc Philippe Van Parijs qui va nous aider à démêler ce qui a été dit et à le projeter vers le futur. Je ne peux pas tout à fait le garantir, mais en tout cas, je voudrais d'abord dire que pour moi, c'est quelque chose de très spécial d'être invité au Petit Rien, parce que j'entends très, très, très régulièrement parler des Petits Riens chez moi. Et en l'occurrence de ma femme. C'est ma femme qui me parle des Petits Riens. Et elle m'en parle, chaque fois qu'elle m'en parle, c'est avec un peu d'appréhension, parce que je me demande qu'est-ce qu'elle a encore ramené d'habitude, c'est des frocs pour notre petite fille, ou alors des petites tasses d'espresso pour un de nos fils. Alors j'espère que, je ne sais pas si les tasses d'espresso, ça fait partie de ce qu'on appelle ici la crème, mais en tout cas, je préférerais qu'il n'y en ait pas trop qui s'amènent chez nous. Bon, la principale vertu d'une conclusion à la fin du colloque, c'est d'être bref, donc je serai bref, et je mentionnerai simplement 2 points. Le premier porte sur la question de savoir exactement ce que c'est que cette entité un peu bizarre qui n'est ni le secteur public, l'État, ni le secteur privé classique. Donc c'est un secteur marchand, mais qui a une finalité sociale. Qu'est-ce que c'est cette finalité sociale? Ça peut être quelque chose qui relève de 3 domaines. Ça peut être au niveau des personnes qu'on recrute, au fond des facteurs de production. Quel type de personnes est-ce qu'on recrute dans cette entreprise? Et là, il y a une finalité sociale qui peut se glisser. Ça peut être au niveau des services qu'on rend, de ce qu'on produit. Ou ça peut être, mais ça ne peut certainement pas être seulement, le point sur lequel toi tu as insisté le plus, qui est le mode de gestion interne. Dans chacun de ces cadres, dans ces 3 dimensions, il s'agit de dire qu'il y a autre chose que la performance économique qui joue. Bon. Alors, néanmoins, la performance économique joue aussi d'une certaine manière, parce qu'on ne peut pas continuer à vivre si le profit est d'année en année négatif. C'est bien d'avoir un profit qui soit quand même un petit peu positif, ne fût-ce que parce que sinon on ne pourrait pas construire un immeuble comme celui-ci. OK. Et alors, parfois, effectivement, il y a des choix difficiles à faire. Comme l'a dit Julien, la spécificité, c'est qu'il y a ces 2 objectifs et parfois, il y a des choix difficiles. Ces choix peuvent être facilités par des subsides, mais il me semble qu'il y a un consensus pour dire que ces subsides sont légitimes en raison du bien public qui peut être créé par de telles entreprises, tant au niveau du recrutement, réinsertion. On a expliqué tous les profits indirects que l'État faisait au niveau de la gestion de ces prisons grâce au travail d'insertion que faisaient de telles entreprises, mais aussi au niveau de la satisfaction d'une demande qui n'est pas solvable au moment où il y a des formations qui sont faites dans des écoles, etc. Bon, il y a des choses qui se font et qui méritent d'être subsidiées. Alors, est-ce qu'il y a vraiment une différence fondamentale avec le secteur public ou avec le secteur privé classique? Ben, secteur privé classique, il fait, et aujourd'hui plus qu'avant, des efforts pour avoir, ou d'abord dire avoir une autre finalité que simplement économique. Et bon, les entreprises, parfois, à force de dire qu'elles sont belles, elles finissent par s'embellir un petit peu. Et c'est un peu à ça que sert la responsabilité sociale des entreprises. Alors, Jean-Claude Daoust m'en a encore donné un bel exemple tout à l'heure. Et donc, plus, évidemment, on fait une part à cette dimension de service social au-delà de la rentabilité, plus on se rapproche un peu. Il me semble, si vous n'êtes pas très convaincu, comme certains l'étaient par la CSR, etc., prenons l'exemple d'un journal. Rossel, c'est une entreprise classique qui veut faire des profits. Bon, dans la mesure où les journalistes d'un journal se disent « nous autres, on a aussi une fonction sociale qui ne se réduit pas à la rentabilité de l'entreprise. Donc on a envie de pouvoir se regarder dans la glace au moment où on a produit des articles, où on produit notre journal quotidien. On a une fonction qui dépasse simplement les profits de recettes. Parfois, c'est difficile à tenir parce que, justement, quand on a des profits qui sont négatifs, il ne faut parvenir à survivre. Et donc, quand il n'y a pas de marge, dès qu'il y a un peu de marge de manœuvre, il y a place pour ce genre de choses. Ça, c'est du côté du privé classique.
Du côté de l'État aussi, on peut dire ce qu'on appelle le secteur non marchand. Hein. Bon, l'économie sociale, c'est du marchand. Puis il y a le secteur non marchand, mais qui est souvent du quasi-marchand. Parce que dans le secteur de la santé, dans le secteur de l'éducation, il y a des entreprises, font des petites entreprises, des maisons médicales, des écoles subventionnées, qui fonctionnent un peu comme quelque chose qui ressemble à l'économie sociale aussi. Et donc plus elles ont d'autonomie par rapport au secteur public, moins elles sont des petites branches d'une grande bureaucratie, plus ça se rapproche aussi de l'économie sociale. Donc il y a une zone grise inévitable, et Marek l'a aussi dit tout à l'heure, donc il y a, et sans doute Marc l'aura bien exposé beaucoup mieux que moi ce matin. Donc il ne faut pas... donc on voit bien qu'il y a une différence importante, mais qu'il peut y avoir toute une série de zones grises et que, inévitablement, comme il s'agit aussi du marchand, il faut tenir compte de la rentabilité. Et bon, le fait qu'on s'équipe comme les petits riens viennent de le faire aujourd'hui, j'ai visité les choses tout à l'heure, ça montre que l'efficacité économique est une chose importante. Donc c'est quelque chose qui a sa place dans l'économie sociale aussi, pas seulement dans le secteur classique. Alors, est-ce que c'est un modèle d'avenir, Qu'est-ce que c'est ma deuxième question. Est-ce qu'il y a vraiment une place durable entre le secteur public et le secteur privé classique pour quelque chose comme l'économie sociale? Moi, il me semble qu'il y a il y a deux choses qui me frappent au fond et qui pourraient être la raison pour laquelle il y a vraiment, c'est un modèle d'avenir et il y a quelque chose qui n'est pas facilement réductible à l'un et à l'autre. Je dirais que l'économie sociale, c'est un peu la possibilité d'un mariage entre, d'une part, la confiance et, d'autre part, la flexibilité. Alors, la confiance, je veux dire ceci. Quand je vais l'opposer à la défiance, à la méfiance que l'on a à l'égard du secteur capitaliste classique. Au moment où Coca-Cola te raconte, c'est le bonheur dans une bouteille, tu dis... des fadaises, tout ça, ce qu'ils veulent, c'est mon fric. Ce qu'ils veulent, c'est faire du profit. Bon. Dans le cas de l'économie sociale, c'est du marchand, mais la finalité sociale induit une forme de confiance. On n'a pas la même... on n'est peut-être pas toujours parfaitement confiant non plus, mais il y a une forme de confiance dans les intentions de ceux qui travaillent et de ceux qui dirigent dans ces entreprises et de ceux qui les dirigent, qui fait que, justement, on va faire des dons aux petits riens, qui fait qu'on va acheter des obligations des grignoux, c'est comme ça, que un Caméléon et Inno, que sais-je, qui soient ou non dans la salle, vont plutôt faire des dons aux petits riens qu'à Coca-Cola ou Ikea juste à côté. Bon, tout ça, ça fait qu'il y a un capital de confiance qui existe dans ce cas-là. Alors on peut dire, dans le quid alors de ce qui est fait dans le cadre d'un État démocratique, est-ce qu'on ne peut pas aussi avoir confiance que l'intérêt général est poursuivi? Pourquoi pas le secteur public? Parce que là, il y a l'autre avantage, c'est ça, j'ai dit, le mariage entre, d'une part, la confiance et d'autre part, la flexibilité. Parce que dans le cas de l'État, il y a et surtout dans l'État démocratique, il y a des procédures lentes, les 6 ans qu'il faut pour accorder un subside ou des choses comme ça, des procédures, une bureaucratie relativement lourde à laquelle on peut échapper grâce à des structures petites ou relativement grandes comme celle-ci qui jouissent de l'autonomie d'une entreprise qui ne dépend pas d'autorisation qui est donnée très haut. Ça, c'est, il me semble, le premier avantage spécifique, c'est cette combinaison entre une flexibilité qui est beaucoup plus difficile au niveau du secteur public et une confiance que le secteur capitaliste classique a beaucoup plus de mal à inspirer. Et puis, il y a, il me semble, un deuxième avantage. C'est peut-être plus controversé, mais en même temps, ça fera peut-être écho à un certain nombre de vos expériences à vous, en particulier de ceux qui travaillent dans l'économie sociale. Moi, j'ai l'impression qu'il y a dans l'économie sociale quelque chose comme une auto-exploitation légitime. Une auto-exploitation légitime. Qu'est-ce que je veux dire par là? Je veux dire, ça m'avait frappé un jour quand des personnes travaillant dans l'économie sociale expliquaient comment, à de multiples reprises, elles s'étaient venues au boulot tout en étant malades. Et qu'elles ne trouvaient pas ça scandaleux. Elles ne trouvaient pas ça scandaleux parce que... Pourquoi est-ce qu'elles ne le trouvaient pas scandaleux? Parce que le boulot qu'elles faisaient, elles le trouvaient vraiment important pour elles ou pour les gens qu'elles servaient. Et donc, lutter contre la maladie, elles auraient pu avoir leur truc, leur dire, le truc du médecin pour dire tu peux rester chez toi. Mais non, elles le faisaient.
Donc, dans l'économie sociale, alors, ce n'est pas seulement dans l'économie sociale, dans beaucoup de nos boulots, certainement dans le mien, on fait des tas de choses que notre patron, notre employeur ne pourrait jamais venir contrôler. On le fait d'une manière, avec plus, je suis sûr, à l'ULB comme à l'UCL, on fait beaucoup plus de travail que ce qui serait contrôlable par qui que ce soit. Parce que c'est des choses qui ont du sens pour nous et pour toute une série de... Aussi dans le secteur privé, des tas de gens font beaucoup plus que ce qui est strictement contrôlable. Okay. Mais dans le cas de l'économie sociale en particulier, plus qu'ailleurs, on le fait en raison du sens qu'on donne à ce travail lui-même. Et alors ça, un autre exemple de ça, et c'est là-dessus que je termine, ça me semblait bien illustré tout à l'heure, c'est le montgolfière qu'on a dans son entreprise. Il y a aussi très souvent, et ça a été repris dans la discussion tout à l'heure, font une autre interprétation d'être exploité. Qu'est-ce que c'est d'être exploité? L'interprétation que je viens d'y donner, c'est d'aller faire des trucs qu'on ne devrait vraiment pas faire, comme aller travailler quand on est malade. Mais une autre interprétation d'exploiter, c'est de dire, enfin, accepter un salaire qui est nettement inférieur à ce qu'on pourrait gagner ailleurs. On peut dire, en ce sens-là, il y a une forme d'auto-exploitation. Et pourquoi est-ce qu'on l'accepte? C'est parce que si on travaille ailleurs, pour compenser l'emmerdement du travail ou le peu de sens du travail, on aurait besoin de son montgolfière qu'on paierait très cher dans ses activités de loisirs. Mais dans l'économie sociale, pas seulement dans l'économie sociale, et pas toujours dans l'économie sociale, mais dans l'économie sociale plus qu'ailleurs, le montgolfière, il est dans le travail. Il est dans le plaisir qu'on peut prendre à faire quelque chose qui a du sens. Et c'est là, je termine là-dessus, c'était vraiment, je trouvais que c'est la question qui portait sur les dons comme une forme de subside. Je trouvais que c'était vraiment une question qui fait réfléchir. Parce qu'au fond, le don principal dont jouait une entreprise, à commencer par le petit rien, c'est le don quotidien du travail, de la conscience professionnelle, de l'effort de toutes les personnes qui travaillent pour cette entreprise. C'est ça le don fondamental, c'est ça le subside fondamental, et c'est un subside bien sûr parfaitement légitime et qui doit se mériter jour après jour, à commencer par la gouvernance, la conscience professionnelle, l'éthique de ceux qui dirigent l'entreprise. Donc merci en tout cas de m'avoir associé à cet événement.